Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer quel est exactement l'atelier qu'on va faire ensemble. Donc grâce à Bolt, on va pouvoir créer cette application-là. C'est une application web, là où elle permet de créer en fait des comptes online pour les freelanceurs et aussi bien pour les personnes qui cherchent des freelanceurs. Ils peuvent accéder à cette interface-là et grâce à l'IA, ils peuvent trouver en fait les meilleurs freelanceurs sur le marché. Et dans cette application-là, on a même pu créer ce qu'on appelle une connexion avec l'intégration de Stripe, là où les clients ils peuvent carrément donc payer en ligne en fait en mettant leur carte bancaire ou s'inscrire à des abonnements. Cette application là, c'est une application développée donc 100% avec Bolt, donc je vais partager toutes les étapes et grâce à juste un abonnement de 20 $ par mois, on a consommé que 3,2 millions de tokens, donc à peu près ça nous a coûté 8 $ en total, mais ça c'était grâce à des prompts de qualité qu'on a pu donc lancer. Je vais partager avec vous dans cette formation là tous les prompts que je vais utiliser donc dans la formation et aussi ils sont disponibles même en version française. Donc vous choisissez en fait voilà la langue qui vous intéresse. Et une fois que c'est fait, je vais vous montrer qu'à la fin, j'ai pu donc héberger ça sur Hostinger. J'ai pu donc mettre et uploader tous les fichiers de Bolt sur un VPS, donc Hostinger. Aussi, donc, je vais vous montrer la connexion avec la base de données Firebase. C'est une base de données de Google. Et aussi, comment créer en fait notre API, donc ChatGPT. C'est une API là qui nous a permis en fait de faire et d'ajouter la touche de l'intelligence artificielle dans notre application. Donc, c'est une application très facile à mettre en place, suivez-la étape par étape, je vais tout vous expliquer et vous montrer donc les bonnes habitudes pour réussir votre application web grâce à l'intelligence artificielle. Alors avant de continuer la vidéo sur YouTube, je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Dr Fieras, je suis docteur en intelligence artificielle et aujourd'hui je suis formateur populaire sur la plateforme Udemy. Donc sur Udemy, je crée des formations dans plusieurs catégories. Il y en a ceux dans l'intelligence artificielle et d'autres dans le marketing digital. Et aujourd'hui, je suis fier d'être un formateur en fait qui est populaire dans cette plateforme-là. Vous allez trouver que j'en ai à peu près plus que 50 000 personnes qui ont acheté mes formations, dont 6744 avis positifs. Donc la plupart des formations, ils ont le badge meilleure vente. Et aujourd'hui, pour remercier en fait mes abonnés sur YouTube, j'ai regroupé toutes ces formations-là dans un seul lien, là où vous pouvez accéder pour avoir accès à toutes ces formations-là. Je vais vous laisser le lien de ces cours-là aussi avec donc un code spécial pour ma communauté sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en fait à ma chaîne. Je publie pratiquement tous les jours en fait voilà des tutos gratuits sur YouTube sur l'intelligence artificielle, le marketing digital. Alors je vous dis merci beaucoup et bonne formation. Et c'est parti, donc là je viens de mettre donc ici mon prompt. Bien évidemment j'ai jeté juste le nom en fait de la plateforme. Et là, c'est le cahier de charge en fait de mon projet pour que le système puisse commencer à se lancer. Je peux bien évidemment revenir ici et je peux prendre tout simplement une imprime écran si je veux de cette page-là ou bien plusieurs imprimes écran de ce projet-là. Donc on va essayer de le faire. Ça va l'aider en fait à reprendre la structure et s'inspirer. Donc c'est juste à titre d'inspiration. Donc je peux là, voilà, copier en fait si vous voulez. Je peux mettre voilà donc quelques imprimes écran comme ça. Voilà, donc je mettrai des imprimes écran de cette manière-là. Et ça va aider le système. Alors, je peux le donner juste une ou deux imprimes écran, pas besoin de mettre plusieurs imprimes écran. Je peux mettre aussi le bas de la page. Voilà, je peux copier ici et lui donner juste comme ça, voilà, le bas de la page. Donc je reviens donc dans mon système Bolt et vous allez voir là ici il y a la possibilité en fait d'ajouter donc des fichiers. Donc je clique ici pour uploader les 3 imprimes écran. Voilà, une fois que j'ai sélectionné les 3 imprimes écran, je vais les ajouter ici, ils vont être chargés et tout ce qu'il reste à faire en fait c'est de lancer en fait la programmation. Donc là on va lancer. Alors vous allez voir qu'il va passer d'abord pour un mode en fait de réflexion et par la suite il va passer au mode console. Dans le mode console, je vais voir la partie là où il va me montrer comment il va réfléchir et la deuxième partie là où comment il va donc coder. Comme vous le voyez là ici, j'ai bien évidemment un terminal là où il installe
quelques bibliothèques voilà obligatoires pour le projet. Là, il va tout simplement donc faire la programmation. À partie gauche, donc il me montre exactement ce qu'il est en train de faire, quels sont les fichiers, le nom de fichier qu'il est en train de programmer. Donc vous allez trouver toujours le nom de fichier ici. Ça c'est la structure en fait de tous les fichiers qu'il est en train de créer. Et là c'est la programmation. Alors d'une manière générale, ça prend quelques secondes, entre 20 à voilà 120 secondes, tout dépend en fait de la complexité. Et par la suite, bien évidemment, il peut trouver ce qu'on appelle en fait un visuel. Voilà, il peut vous donner un visuel ici pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez là, rapidement, il vient de me donner un premier aperçu. Et il vient de me donner aussi bien en fait ce qu'on appelle les prochaines étapes ou bien voilà, petite conclusion en fait ce qu'il a fait et ce qu'on appelle next. On va essayer d'analyser l'existant pour comprendre comment on va essayer d'aller pour faire la programmation interne de tous ces éléments. Alors là, c'est très important de commencer d'abord à voir en fait l'aperçu qu'il a travaillé Bolt. Alors généralement, lorsque j'envoie un cahier de charge, lui il essaie de détecter en fait, on va dire les interfaces, les fonctions en fait basiques, et il va, comme vous le voyez là, en fait, il va les implémenter, il va les mettre. Mais attention, là lui il me propose de voilà, voici comment il veut continuer. Donc lui il me donne quelque part les intégrations à faire. Mais avant de lui dire ok, termine avec le premier point, deuxième, troisième, il fallait faire un premier tour pour tester nous-mêmes, pour voir est-ce que la structure générale, elle tient ou pas. Est-ce que la structure générale, je peux trouver voilà les informations importantes, voilà, ou non. Parce que si je commence à lui dire voici, continuer sans que la structure globale n'est pas affichée, ça peut par la suite causer des problèmes parce qu'il va être obligé de revenir vers le premier code que vous avez demandé et le changer. Et le changement, en fait, ça consomme beaucoup de tokens et ça ramène beaucoup de bugs. Mais lorsqu'on construit, on progresse vers l'avant, ça veut dire on ajoute de nouveaux codes. Généralement, les bugs sont des bugs de compatibilité. C'est mieux que avoir des bugs en fait parce que dès le début, il n'y avait pas pris en considération à implémenter les fonctions de base. Alors, ce que je vais faire pour mieux regarder, parce que le visuel, je peux le voir ici, je peux bien sûr appuyer ici pour augmenter, faire full screen, mais ce qui est très intéressant, je clique sur déployer. Déployer, donc là, il va faire un petit hébergement en fait temporaire sur Netlify. Donc ça va être juste voilà donc un petit visuel. Ça va donc tourner un petit peu pour me donner la possibilité d'aller voir sur ce lien-là, un lien temporaire. Je peux voilà donc aller regarder carrément en fait dans une nouvelle fenêtre. Donc là ici, j'ouvre. Donc là, c'est le site qu'il m'a proposé. Je vois en fait voilà qui est déjà donc lisible, ça c'est très important. Ça manque énormément d'informations comme le bas de la page. J'essaie de voir en fait comment ça se passe. Là il me propose de voilà injecter le projet. Là c'est la partie en fait le profil, les favoris, les notifications et les messages. Là il y a la recherche interne. Et là, il y a un petit peu les catégories. Donc là, il a proposé juste, voilà, développement, design, marketing. Donc du coup, au niveau de catégories, ça sera mieux peut-être de le proposer de mettre les catégories dans un bouton. Là où je clique, je vais trouver toutes les catégories. Alors, vous avez compris, en fait, là, il m'a donné l'interface. Alors, si je vais essayer de cliquer, vous allez voir que généralement, ça ramène nulle part. Donc lui, il a mis en place juste la structure. Donc là, voilà, lorsque je clique, ça donne rien. Il a carrément créé en fait la structure. Et du coup, il a besoin de faire donc ces implémentations. Alors moi, ce que je vous propose, un autre prompt, c'est un prompt en fait là où on va détailler un peu plus en fait les fonctionnalités. Et à ce moment-là, je peux prendre chaque fonctionnalité et lui dire voilà, tu vas pencher sur cette fonctionnalité là pour la travailler. Donc là, ce prompt-là, on va dire que voilà, on va faire un plan de développement, mais attention, ce prompt-là, on va le lancer sur Perplexity et non pas sur Bolt, parce que c'est Perplexity en fait qui va me donner les noms des fonctionnalités, leurs priorités, la description détaillée, les dépendances, le temps estimé de développement. Ça, c'est bien évidemment, c'est un temps que moi je le prends juste en considération. Faut pas le donner à l'AI parce que l'AI en fait, elle le traite très rapidement. C'est un temps généralement pour les chefs de projet pour qu'ils puissent savoir comment l'AI va dépasser en fait les humains. Et voilà, on peut ajouter en fait voilà les informations au niveau de complexité, les tests et validations, les suggestions d'amélioration. En tout cas là, c'est un prompt complet que je vais le copier comme ça.
Et je vais tout simplement revenir ici sur Perplexity. Je vais faire coller en fait ces données-là. Je peux bien évidemment, si je veux, enlever côté estimation complexité. Bon, si je veux pas en fait les utiliser, même au niveau des dépendances, parce que peut-être que le système en fait peut travailler les dépendances tout seul. Bolt il est capable en fait de faire ces dépendances-là et même à chercher les technologies. Donc du coup là, nous on a besoin en fait de laisser le système donner toutes les fonctionnalités d'une manière sympathique. Donc là, je lui donne déjà le nom du projet, on l'a appelé freelance. Donc là, voilà, donc là, si je monte ici. Donc là, au niveau donc de site internet, hein, je peux tout simplement mettre carrément le site de Fiverr, ok, pour qu'il reste toujours fixé sur ce projet-là. Donc du coup là, on va le donner le site de Fiverr. Et on l'a dit hein, qu'ils prennent en considération les améliorations, voilà. Donc du coup, il va prendre le site et les améliorations, les deux. Et là, je lance. Vous allez voir que là maintenant, il va essayer de me faire retourner les fonctionnalités et pour moi, je vais prendre bien évidemment les fonctionnalités et je vais tout simplement donc les copier-coller sur Bolt pour qu'il arrive tout simplement à me faire donc la réalisation que je cherche et que je souhaite. Et voilà donc là, il vient donc de me retourner en fait les informations en fait importantes à travailler. Donc du coup là, il commence d'abord à me dire, écoutez, en priorité essentielle, c'est l'inscription des utilisateurs et gestion de projet. Donc il me donne une description, voilà comment il veut le faire. Par la suite, donc là, il va me proposer de mettre en fait les annonces des services et la navigation. Par la suite, troisième partie, le système de paiement. Par la suite, on a ce qu'on appelle la messagerie de base parce qu'il y a un échange qu'il existe entre les clients et les fournisseurs, ça c'est important. Par la suite, on a un système d'évaluation et de notification pour que donc un développeur il a besoin de recevoir une note en fait sur la qualité de ces services-là. Et vous allez voir que là, il m'a donné en fait au niveau des fonctionnalités importantes. Donc là, si je passe au mode, donc quelles sont les améliorations que moi je veux faire dans le système. Donc le système de mise en relation par l'AI, l'outil de communication amélioré, pour donner la possibilité de faire de la visioconférence. Donc bien évidemment, là, je peux le faire en deuxième lieu. La plateforme de développement des compétences pour les vidéos et tout pour les freelancers afin d'améliorer leurs compétences, l'espace forum et l'espace de gamification en fait avec les badges, les annonces premium et tout. Donc là, c'est très très important. Après, il m'a donné en fait les fonctionnalités en fait secondaires. Hein. Donc l'outil pour de création par l'AI, les analyses avancées pour les freelancers. Bon, en tout cas, ça c'est vraiment pour améliorer. Généralement, on lance la version 1 du projet, on la teste et après on peut au fur et à mesure ajouter les fonctions en fait de détaillées. Regardez là, c'est un petit peu le plan en fait de développement qui est fait pour des humains. Hein. Donc leur dit voilà, la première phase, c'est implémenter en fait les tâches essentielles. Ça prend entre 1 à 8 semaines, tout dépend bien sûr des capacités de développement qu'on a. Et la deuxième phase, c'est ajouter en fait l'IA, et c'est entre 9 et 16 semaines. Et la troisième phase, donc elle a ajouté les fonctions secondaires. Regardez là, on parle de 24 semaines. Hein, donc ça, c'est pour développer le projet. Donc on parle de 6 mois pour mettre en place un projet. Grâce aujourd'hui à Bolt et des systèmes d'IA, on est capable de faire ça en quelques jours. Si c'est pas en quelques heures, en fait, tout dépend en fait de la complexité et des tests qu'on a. Donc après la feuille de route, voilà, il me donne des recommandations pour l'équipe. Bien évidemment, ça c'est des informations qui m'intéressent pas trop. Alors pour moi, ce que je vais faire, je vais essayer d'aller vers en fait les fonctions de base qui m'intéressent. Par exemple comme celle-là, donc je peux la copier. Je peux revenir ici, si je regarde ici en fait au niveau des informations que lui il va me proposer, c'est l'authentification système, c'est tout à fait ça. Donc nous on a besoin de faire l'authentification quelque part, on est en train de faire les mêmes choses que lui, il va les proposer. Regardez là, il y a l'authentification système, il y a le profil de freelanceur, il y a la recherche et les filtres, il y a les paiements, il y a le projet posting flow. Donc c'est vrai que ce qu'il est en train de proposer, il est correct. Donc du coup là, je peux lui dire développe, et là je vais mettre en fait l'authentification système. Je peux revenir en fait ici. Alors au niveau de l'enregistration et le profit management, comme vous le voyez là ici, il a regroupé ça en deux parties. Ça veut dire que là, il a mis la partie de l'authentification et le profit aussi de freelanceur. Regardez dans la description, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que on veut intégrer un système basé sur l'AI. Non, plutôt ça c'est pour les fonctionnalités.
Mais là, voilà, il a dit ici, on implémente un système d'inscription sécurisé et convivial qui permet aux utilisateurs de créer des profils, inclure des champs, voilà, pour les informations personnelles, les compétences, le portfolio des freelancers et tout. Donc c'est comme si ici il y a les deux parties, hein, authentification et création de compte. Pour lui, avec Bolt, soit on peut lui donner en fait la possibilité de travailler les deux en même temps, parce qu'ils sont vraiment deux tâches qui sont liées, hein, l'authentification et la création, comme je peux bien évidemment lui laisser en fait faire l'authentification système toute seule et le profit donc tout seul. Donc là, je peux lui dire plus. Là, on va ajouter plus. Freelance profile. J'aurai besoin des deux. Et là, je vais tout simplement en fait copier voilà la description. Donc là, je vais faire copier comme ça. Je vais la faire coller ici. Je vais enlever en fait la priorité parce qu'on sait que c'est une priorité. D'accord. Voilà, 2 points. Et donc lui, il va comprendre parfaitement en fait comment ça va se passer. Donc user register and profile management, on peut la supprimer. Voilà, on va la laisser comme ça. Et je lance. Donc là, il va bosser en fait sur cette partie-là, qui est une partie qui est très très importante, là où le système, il va tout simplement commencer à faire le codage et la programmation. Donc bien évidemment, on va le laisser tourner pour qu'il arrive. Regardez là ici déjà, bon j'ai capté, voilà, il fait en fait appel à une base de données en fait locale, propre à lui, voilà. Pour qu'il arrive en fait à faire la connexion en fait et à la création en fait des tableaux, mais on peut bien évidemment par la suite faire pousser en fait la programmation pour aller à faire un développement en fait complet avec une base de données carrément externe opérationnelle. Donc là on va attendre donc la programmation. Là c'est network error, donc c'est tout simplement un problème de connexion, il n'y a pas de souci. Je vais attendre un petit peu qu'il voilà, que la connexion revienne pour qu'il puisse faire tourner en fait cette fonction là. Donc pour cette vidéo là, je vais toujours laisser en fait les messages d'erreur parce que qui dit programmation assistée par l'AI, il dit toujours des bugs à fixer. Et je vais en profiter en fait à vous montrer comment je fais face à ces bugs là, comment j'essaie de voilà de faire pousser le système à régler ses propres bugs, à les fixer. Donc là c'est juste un souci de connexion, il fallait tout simplement attendre un petit peu. Au pire on peut donc faire lui demander en fait de se relancer, mais on va le mieux c'est d'être patient pour attendre en fait le débloquement de l'erreur de connexion internet. Bon, j'ai actualisé la page en fait pour qu'il puisse voilà reprendre. Comme vous le voyez là ici, donc il fait la création avec Supabase. On va lui faire le pousser par la suite en fait à faire la création avec notre propre base de données. Donc on attend déjà qu'il fait des dépendances, qu'il fait de l'authentification, qui me donne en fait une interface pour que je puisse par la suite le forcer en fait à faire la création avec une vraie base de données. Parce que ça c'est une base de données en fait interne temporaire que lui il a créé, voilà. Et on attend donc voilà, donc tout à l'heure elle était voilà en mode voilà, c'est bloqué en fait sur ce niveau là. Donc du coup on attend qu'il arrive en fait à débloquer en fait la création de toutes les composantes. Je vais le laisser en fait tourner un peu. Une fois qu'il termine, je vais vous montrer en fait l'affichage de résultats. Alors, si je regarde ici, en fait, il vient de me dire qu'il a besoin, en fait, d'une connexion avec la base de données pour faire l'affichage. Donc là, du coup, lui, il propose, parce que c'est en partenariat avec Supabase, il me propose, en fait, de créer carrément la connexion avec la base de données pour pouvoir nous renvoyer l'affichage. Donc, si je monte ici un petit peu, vous allez voir, voilà, il m'a dit qu'il y a une erreur, en fait, parce qu'il ne trouve pas le lien de la base de données. Alors, je vais vous montrer ici, en fait, comment je lui donne ma base de données. On va essayer de créer une base de données gratuite avec Google pour que je puisse tout simplement la connecter, la forcer dans le système. Donc du coup il va comprendre que je bosse avec une base de données sur Google et il va essayer de débloquer ce problème là et ne pas me forcer à travailler avec Supabase. Sinon je peux bien évidemment carrément donc aller pour faire la création de Supabase et faire tout simplement donc l'abonnement avec cette base de données si ça m'intéresse. Alors si je viens dans mon plan général, regardez. Là, moi, je suis dans une phase de codage. Donc là, je suis dans la phase de la programmation. Donc là, ici, je suis en train de développer. Et vous voyez là, c'est une phase de la connexion de la base de données. Alors la base de données, c'est pas nécessairement à la dernière phase où je connecte, où j'ai créé ma base. La base de données, je la fais au moment que j'aurai besoin d'une base de données. Ça veut dire là, de passer d'ici vers là, j'aurai un besoin de ne pas rester sur une base de données temporaire, mais d'aller carrément à une vraie base de données. C'est ce qu'on va essayer de voir. Je vais vous montrer comment je peux créer ma propre
propre base de données. Alors, pour créer une base de données, c'est très simple. Je vais à Google, je vais taper Firebase et vous allez voir tout simplement là, c'est l'accès au service Google de son produit tout simplement, Firebase et sa base de données. Donc là, je vais cliquer pour créer un compte. Bien évidemment, assurez-vous d'être connecté avec votre boîte email, donc ou bien votre Gmail, voilà. Donc il fallait vraiment être avec le bon compte. Et vous allez cliquer tout simplement sur Get Started là pour commencer à faire la création de votre base de données. Donc on va commencer à créer d'abord un projet. Donc là, lorsque je clique ici, je peux donner le nom d'un projet. Par exemple là, je vais l'appeler par exemple Freelance 3. Ok, ça c'est le nom du projet. Donc je vais tout simplement ici cliquer pour désactiver donc le programme Google Developer. Bon, si vous voulez le rejoindre, c'est possible. Alors je clique sur continuer. Là, je vais désactiver en fait le Google Analytics. Si jamais vous voulez le laisser, bien sûr, c'est possible, c'est optionnel. Je clique sur créer un projet. Donc vous avez compris que là maintenant, en quelques secondes, il va vous donner ce qu'on appelle un tableau de bord pour pouvoir gérer votre projet sur Firebase. Et ici, je peux tout simplement créer une ou plusieurs bases de données. Vous allez voir bon, que nous, on va travailler avec le compte gratuit, mais il y a la possibilité d'acheter un compte payant qui vous permet d'avoir ce qu'on appelle l'espace de stockage un peu plus développé. Alors pour moi, je vais cliquer sur continuer. Et là, il va me proposer en fait de sélectionner quel est le type de mon projet. Est-ce que c'est une application iOS? Est-ce que c'est une application Android? Ou bien c'est une application web? Pour notre plateforme, c'est une application web. Donc, je vais créer une application web ici dans ce projet. Je vais le donner le même nom en fait du projet, mais vous êtes libre de sélectionner ici un autre nom si vous voulez. Et vous allez voir que là, il vous propose en fait Firebase Hosting carrément pour l'hébergement de votre application. Nous, on va l'héberger ailleurs sur un autre prestataire, donc je ne vais pas sélectionner cette option, mais bien sûr, c'est une option payante. Donc là, je clique sur enregistrer l'application. Donc du coup, j'ai créé un projet, je crée une application web dedans. Et voici en fait les codes qu'il faut retenir. En fait, ces codes-là, ce sont les codes qui vont me permettre tout simplement donc de se connecter. Donc j'aurai besoin par la suite de copier ces codes-là et de les mettre sur Bolt. Alors, je clique sur accéder à la console et vous allez voir que lorsque je vais créer une base de données, j'aurai besoin bien sûr d'un espace de storage. Donc là, je vais tout simplement cliquer ici sur créer. Vous allez voir là, je vais sélectionner en fait Firebase, donc Firestore Database, c'est là où je vais créer ma base de données. Donc là, je clique. Je vais donner tout simplement un nom à ma base de données. Je vais tout simplement donner ce qu'on appelle des règles de base sur cette base-là. Donc on attend qu'il charge. Et voilà. C'est parti. Donc vous avez compris, je vais cliquer sur créer une base de données. Donc à l'intérieur du projet, on a créé une application web. Et après, on a créé, voilà, la base de données. Donc là, il me demande en fait de sélectionner un emplacement là où je vais héberger ma base de données. Donc je vais mettre les États-Unis. Bon, vous pouvez sélectionner un autre hein, si ça vous intéresse pas les États-Unis. Ça c'est juste l'espace physique de votre base. Je clique ensuite sur suivant. Donc là, je vais tout simplement passer donc à la dernière configuration. Il me propose deux options. Soit je passe au mode production ou bien je passe au mode test. Alors de préférence de passer sur le mode test parce qu'on n'a pas encore en fait validé toute l'application. C'est pour cela on va tester sur cette base et tous les data, les données, vous avez compris qu'ils vont être supprimés dans les 30 jours. Donc c'est pas grave, donc vu que c'est un mode test. Le projet n'est pas encore en ligne, donc, mais lorsque je vais passer au mode production, c'est à ce moment-là je vais basculer en fait en mode actif. Alors je clique sur créer, donc là il est en train de créer donc ma base de données, donc j'ai le projet, j'ai l'application web et j'ai ma base de données. Très bien, donc là j'ai donc ma base de données, vous allez voir toutes les informations après vont être enregistrées ici. Si je passe un enregistrement, si je fais une création en fait d'informations, il va être enregistré ici. Alors ça m'intéresse maintenant, dernière étape, d'ajouter ce qu'on appelle l'authentification. Ça veut dire comment les gens ils vont se connecter sur mon application et accès à que je vais récupérer leurs data et leurs informations pour les mettre dans la base de données. C'est pour cela que là je vais sélectionner en fait authentification. Voilà, donc c'est cette option-là. Et dans authentification, on va sélectionner un fournisseur. Donc je clique sur commencer.
Donc là, je lui dis, écoutez, je veux que les gens en fait se connectent avec leur login et mot de passe. Donc je sélectionne, j'active cette option-là. Il y a la possibilité d'activer une autre option, ça s'appelle voilà la connexion par email. C'est que les gens ils vont mettre dans le login leur adresse email et après ils vont recevoir, on va dire, un lien sur leur boîte email à eux. Donc ils n'auront pas besoin d'utiliser un mot de passe. Mais bon, moi je vais laisser le mode classique, c'est un login et un mot de passe. Je clique sur enregistrer et vous allez voir que je peux ajouter un autre fournisseur. C'est quoi un autre fournisseur? Ça veut dire que je peux laisser les gens se connecter par exemple avec un SMS qu'ils vont le recevoir sur le téléphone, se connecter avec leur Gmail, avec leur Facebook, avec leur GitHub. Donc tout dépend en fait de compte. Hein. Si des gens ont un compte Microsoft, Twitter, Apple, donc voilà, il y a plusieurs types en fait. Alors le plus connu c'est celui de Gmail. Donc là vous cliquez ici, vous allez activer cette option là. Et là, vous allez sélectionner votre boîte email à vous, parce que c'est une boîte email d'assistance, en fait, qui est associée à ce projet-là. Il suffit juste de sélectionner votre boîte email et de cliquer sur enregistrer. Et voilà. Donc là, l'authentification, elle est terminée avec succès. J'ai, voilà, donc la possibilité de se connecter par email et par Gmail et par login ou mot de passe. N'oubliez pas que vous avez la possibilité aussi, en fait, d'ajouter ce qu'on appelle des paramétrages, en fait, avancés sur la boîte email. Donc ça permet, en fait, voilà, donc de travailler, en fait, les comptes utilisateurs et les données, en fait, un peu supplémentaires. N'oubliez pas aussi, ici, dans la partie domaine autorisé, lorsque j'entre dans le domaine autorisé, vous allez voir que là, je peux ajouter en fait le nom de domaine de test d'abord, celui qui a été généré par Bolt, pour que je laisse ce nom de domaine-là accéder à la base de données. Et lorsque tu termines définitivement votre projet, vous hébergez ça sur votre vrai URL, votre nom de domaine final. Il fallait ajouter votre nom de domaine final ici pour que tu donnes l'autorisation en fait à la base de données d'être connecté sur voilà d'autres utilisateurs, d'autres sites web. Donc pour moi au début ici pour commencer à faire le test, je dois ajouter ici le lien qui est fourni par Bolt, le lien de simulation. Alors pour finir, pour récupérer une deuxième fois les accès, si jamais vous n'avez pas fait un copier-coller, vous allez cliquer ici sur système et vous allez sélectionner paramètres du projet et vous allez trouver tout simplement en fait les paramètres là. Donc vous pouvez les récupérer quand vous voulez. Ce sont les paramètres qui vont permettre voilà la connexion avec Bolt. Donc grâce à ces codes-là, en fait exactement ce code-là, Bolt va connaître votre base, il va tout simplement avoir accès pour faire la lecture et l'écriture de votre base de données. Très bien, donc là, j'ai la configuration, elle est là, donc là, je vais lancer en fait cette demande-là. Donc, généralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer en fait la base de données temporaire que lui, il a créée. Et comme vous le voyez là, il est en train de refaire le code pour qu'il commence la programmation avec ma base de données Firebase. Donc, on va voir en fait s'il arrive à faire les connexions, s'il va m'afficher un message d'erreur, s'il va être bloqué ou pas. Donc, tout ça, c'est vraiment, on est en train de faire en temps réel. L'objectif pour moi, c'est que je vous montre comment il faut réagir avec cette intelligence artificielle-là. C'est pas lorsqu'on crée un prompt, on va avoir tout simplement le résultat tout de suite, ou bien on va voir la fonction implémentée. Il y a tout simplement une passion à faire. Il fallait vraiment voilà, suivre étape par étape, lire aussi, même si on n'est pas développeur, c'est très important de lire. Donc il faut voir aussi le terminal, comment il est en train d'installer les bibliothèques, comment il est en train de faire les codes. Et là, voilà ce qu'il a fait. Il a dit que il a effacé en fait la base Supabase, il a ajouté Firebase, il a fait le nouveau fichier de la configuration, il a ajouté ici l'authentification d'utilisateur, il a modifié en fait le profile for. Donc là en fait il m'a montré un petit peu ce qu'il a fait. Donc je peux regarder en fait, voilà, donc du coup you can now use the authentication system as before. Donc là, il me dit que ça, tout va bien. Donc pour moi, je vais tester. Donc là, je clique ici pour voir si c'est réellement donc la fonction est-ce qu'il tourne, est-ce qu'il fonctionne ou pas. Donc je dois la tester et lui donner mon feedback. Si mon feedback il est positif, que je trouve que la fonction elle est opérationnelle, elle répond à mes besoins et que voilà l'utilisateur peut se connecter sans aucun souci, à ce moment-là, voilà le problème il est résolu. Je vais tester donc la partie de connexion, je clique ici, et ça c'est très intéressant, donc là je vois qu'il m'a donné en fait la possibilité de faire la connexion avec Gmail, ou bien de créer vraiment un compte.
Et là, c'est la possibilité de créer un nouveau compte si je suis un nouveau utilisateur. Donc, je peux cliquer ici. D'ailleurs, là, lorsque je regarde légèrement, on peut améliorer ça parce que l'espace là où mettre en fait les informations n'est pas assez travaillé avec le CSS. D'ailleurs, je vais prendre une imprime écran. C'est juste pour vous montrer à chaque fois que vous aimez pas en fait le design, vous pouvez juste prendre une imprime écran ici et lui demander de l'améliorer. Ok, là je vais créer donc un nouveau login et mot de passe. Donc là je vais ajouter cette adresse mail là. Je vais ajouter un mot de passe. Ici on va le confirmer aussi et on va accepter les conditions et je vais cliquer sur Sign Up pour faire la création de compte. Donc on va voir. Très bien, donc là on va enregistrer. On a un compte qui a été bien créé, je suis dans le tableau de bord, mais c'est très important de revenir ici, d'actualiser, de voir s'il a ajouté en fait l'utilisateur ici ou pas. Voilà, donc là ici, tout ce que je suis en train de faire dans l'application, elle est aussi enregistrée et ça c'est très important. Donc l'utilisateur il est là, j'ai des informations de user. Je peux aussi aller voir dans la Firebase Database s'il a aussi créé une ligne pour cet utilisateur là. Donc on va le checker. Et ça c'est important hein, pour voir si les données, voilà, effectivement, donc là l'utilisateur, voilà, avec son adresse email. Vous voyez là ici, en fait, il y a toutes les informations, les autres ils sont vides, il y a nul ici, c'est-à-dire qu'ils sont vides. Donc je peux tout simplement en fait aller à éditer le profil. Alors avant de passer à l'étape donc de travail en fait sur ce profil-là qui s'est connecté, ce freelancer, c'est très important de faire, voilà, peut-être on peut lui demander là de improve the design. Ok, donc là on va lui demander en fait d'améliorer en fait. Et là je vais ajouter tout simplement l'imprime écran que je viens de la prendre à l'instant. Voilà, cet imprime écran là, je peux l'ajouter. Et donc du coup je vais lui demander tout simplement d'améliorer le travail en fait du design. Vous allez voir comme d'habitude, donc il va basculer au mode console et va essayer bien évidemment de travailler cette partie là pour que ça soit beau et tout. Mais bon, pour moi ce qui m'intéresse parce que il y avait quelques tâches en fait au niveau en fait de la partie. Donc là on va essayer de se déconnecter. Vous voyez, donc là il a ajouté la partie de la déconnexion, ça c'est important. Les champs en fait ne sont pas très sont pas en fait très bien en fait sont pas visibles en fait correctement et donc du coup j'aurais besoin en fait qu'il fait quelques améliorations. Donc là on va l'attendre un petit peu le temps qu'il termine le déploiement et on va la tester. Donc là, il a travaillé, on peut voir un petit peu, voilà, il nous a expliqué un petit peu comment il a amélioré en fait la façon de, voilà, visuel. Mais ça reste toujours un visuel, mais c'est très très important aussi d'améliorer votre visuel pour avoir, voilà, une application en fait qui est fluide, qui est user-friendly. Donc là, je clique. Donc d'ailleurs, oui, j'aime bien ça. Donc le design, regardez, c'est un design beaucoup plus beau. Donc là, on va pas le demander à chaque fois, mais c'est très important pour vous lorsque vous faites le développement, à chaque fois que vous êtes en train de tester une partie. Donc voilà, une fois que notre design est bien, donc là on peut passer en fait à d'autres options. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la partie interne, c'est-à-dire une fois que on est connecté, il fallait qu'on teste en fait on va dire le back office, hein, donc l'espace interne, et être sûr en fait si mon système en fait fonctionne correctement ou pas, si mon système répond en fait à tous les besoins à l'intérieur dans cette partie-là, dans le partie profile. Alors, les freelancers, par exemple, sur Fiverr, ils peuvent ajouter quelque chose qu'on appelle les gigs. Donc, c'est un petit peu leur service, hein, donc les services proposés. Comme vous le voyez là, Fiverr, en fait, ils proposent, voilà, plusieurs étapes pour, voilà, mettre en place, en fait, les différents services. Pour moi, je suis très intéressé, en fait, à développer la partie service qui va être, voilà, dans le site internet. Donc, du coup, je voulais tout simplement, pas donner les imprimes écran de Fiverr pour faire la même chose, mais je voulais tout simplement lui demander de développer ces services-là, voilà, d'une manière à ce que les gens peuvent trouver leurs clients à partir d'une simple recherche. Et rappelez-vous que ce prompt-là, je l'ai pris parfaitement ici sur donc Perplexity. Donc il m'a dit que la deuxième partie, ça va être une partie là où on développe donc cette partie-là. Donc j'ai voulu donc tester.
cette fonctionnalité qui est le profile. Après avoir donc lancé ça, donc il a exécuté, il a mis en place bien sûr tout ce qui est information et fichier système. Donc pratiquement il a fait beaucoup d'options, là où il a ajouté en fait tout ce qui est nécessaire côté image, côté description, côté fonctionnalité, côté les compétences voilà de la personne. Et après donc j'ai voulu déployer et voir un petit peu le résultat. Vous allez voir que là ici donc notre système, voilà, si je vais cliquer pour éditer en fait le profil, vous allez voir que là automatiquement il est détecté le nom que moi j'ai utilisé ici pour se connecter. Donc là on va un petit peu mettre à jour les informations, voilà, et voir un petit peu ce qui va me donner comme résultat. Je vais mettre voilà un lien de site internet. Là je peux faire par exemple une description, voilà, par exemple je vais dire I'm a freelancer. Et là, je peux ajouter mes compétences. Hein. Donc là, je peux ajouter une ou plusieurs compétences, très important. Et là, les projets que j'ai déjà fait, donc c'est important là le fait en fait d'afficher en fait les informations. Voilà. Donc là, je vais lui dire SEO website. La même chose là, on va essayer de mettre donc un URL. Je lui dis oui, je travaille comme freelanceur. Je dirais que par exemple mon heure, elle est à voilà, on va mettre l'heure à $100. Ok, et le nombre d'années d'expérience, allez, on va mettre qu'on a par exemple 3 ans d'expérience ou 4 ans d'expérience. L'éducation, donc vous pouvez mettre voilà les informations de votre éducation. Et là, les langues, parler, je mettrai par exemple le français, anglais, voilà, et après voilà. Donc du coup là, on a mis à jour. Donc ce qu'il faut faire, on va tester en fait si l'option Save fonctionne ou pas. Donc là, avant déjà de cliquer sur Save, dans notre base de données, on va checker que là, les informations qu'on a ici par rapport, il n'y a pas en fait des données au niveau de langage. Regardez les skills, le portfolio, tous ces données-là, ils sont pas mis. Donc du coup, on va ici de voir s'il va les enregistrer ou pas. Donc là, je clique sur Save. Très bien, déjà là, je vois qu'il a mis un message comme quoi l'enregistrement a été bien fait. Je peux lui demander qu'il passe directement à une autre page ou bien. Donc ça, c'est un petit peu le choix par la suite côté utilisateur. Je viens ici, je vais actualiser la base de données et voir si c'est réellement dans la base de données. Ah bah déjà il a enregistré. Hein. J'ai vu ça, qu'il a pris en considération. Voilà, donc ça c'est des informations que moi j'ai mis. C'est très très intéressant en fait. Donc du coup la connexion avec la base fonctionne correctement. Même si je me déconnecte, je vais trouver toujours les datas. Voilà, on va se déconnecter. On va essayer de se connecter une deuxième fois. Donc voilà, si je vais dans mon profil, exactement, donc le préfixe, comme je l'ai déjà mentionné, il est très très bien. Donc là, du coup, côté en fait design, c'est correct, c'est acceptable. Côté en fait information, c'est acceptable. On peut bien évidemment revenir ici, prendre des imprimes écran à partir de là et lui demander de développer la même chose. Hein. Ça c'est bien sûr, ça demandera en fait, tout dépend de notre besoin. Donc, mais pour nous, je pense jusque là, c'est très très intéressant. On va essayer de passer par la suite sur la deuxième fonction pour voir est-ce qu'on peut ajouter les services ou pas, est-ce qu'il va les afficher correctement ou pas. Donc on va tester. Très bien, donc je veux donc maintenant tester donc la partie donc de services et je voulais d'abord lui demander en fait d'améliorer cette rubrique là afin qu'il soit mieux donc disposé. Donc là je vais lui demander en fait de travailler la partie My Profile et je veux qu'il améliore le design et surtout l'organisation. Donc là je vais lancer, donc je vais le laisser en fait traiter donc la partie donc du design. Ça c'est une partie qui est très très importante, surtout là où il va y avoir ce qu'on appelle le profit. Donc s'il y en a bien évidemment des erreurs comme ça, donc on va essayer de voir s'il va réussir à les faire. S'il réussit à les faire, donc ça sera bien. S'il nous montre toujours un message d'erreur, je vais lui demander en fait tout simplement de fixer ce message d'erreur là. Donc là on va les laisser donc exécuter ce travail là et faire l'organisation de menu. Donc lui, comme vous le voyez là dans la console, il va encore voilà améliorer le développement, il est en train en fait de travailler côté organisationnel, côté contenu bien évidemment, côté formulaire et tout, et surtout côté donc visuel. Donc là il est en train donc de voilà de mettre à jour en fait donc cette application là. Donc je pense qu'il a fini très bien. Donc là il a ajouté l'avatar, il a ajouté en fait voilà un petit peu le visuel, en fait l'hierarchie aussi, ça c'est très important. Voilà, donc regardez, donc là ici, je vois que donc là les messages d'erreur ça
ça cause pas un problème en fait. Mais ce qui est très important en fait, qu'on voit la disposition, qu'il est bien amélioré. Donc là, il a ajouté aussi des nouvelles fonctionnalités, côté visuel, côté aussi éléments. Alors on va le déployer, voilà, on va cliquer sur déployer pour tout simplement en fait voir en fait le résultat. Je vois aussi qu'il y a un message d'erreur, que ce message là il est toujours en train d'être affiché. Donc on va essayer en fait de régler ça aussi. Alors on va essayer de régler cette erreur là. Donc là qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que dans la base Firebase, donc il y a une erreur, qu'il demande en fait ce qu'on appelle l'index. Donc il me demande de créer ici l'index, il me donne tout un lien. Donc du coup là je vais essayer d'accéder à ce lien là pour créer l'index, parce qu'il aura besoin en fait d'index pour pouvoir voilà faire en fait le tri de ces datas qui sont dans la base de données. Donc lorsque j'accède sur ce lien là, vous allez voir que là c'est un lien qui est sur l'index, et là j'ai la possibilité en fait de créer les index. Donc tout simplement là on va essayer de faire, donc voilà, on va augmenter la taille ici et on va essayer tout simplement de travailler notre index. Donc là, il va me demander de mettre un nom sur cet index-là. On va l'appeler service. C'est vrai que là, il n'a pas précisé la composition en fait des champs, parce que dans l'index, en fait, il peut combiner un ou plusieurs champs. Comme vous le voyez là ici, donc il demande en fait d'aller au minimum 2 champs. Donc là, je vais d'appeler service. Et je peux bien évidemment choisir, hein, donc là, le premier champ d'index, le deuxième champ d'index. Alors, pour le premier et le deuxième champ d'index, je dois tout simplement revenir donc à Bolt et lui demander ici un plus de détails par rapport à ça. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner, plutôt on va sélectionner tout le code. Hein. Donc voilà, on va sélectionner tout le code. Ici, on va le demander. Donc là, je vais copier ça. Je vais le mettre ici, je vais lui dire de m'aider en fait à résoudre en fait ce problème là. Donc là ici on va mettre ce premier code, et en plus on va mettre ce deuxième code là, voilà, et là on va voir en fait comment il va à peu près donc m'assister pour résoudre cette erreur là. Voilà, donc là, il a tourné, et ce qu'il a fait, en fait, il m'a évité, en fait, de faire la création de l'index composite. Donc, du coup, là, il a refait, en fait, voilà, il m'a dit qu'il a fait, donc, des changements très importants pour régler le problème et ne pas utiliser, voilà, donc, le complexe indexation. Donc, du coup, j'aurais pas besoin, en fait, d'aller jusqu'au bout vers l'indexation. Donc, on peut l'annuler tout simplement. Et on va essayer de faire déployer maintenant pour tout simplement, donc, tester le système. Pourtant que là, je vois que l'erreur elle persiste toujours. On va quand même tester et voir si voilà, donc si il aura besoin en fait de faire l'indexation ou pas. En tout cas, on va aller jusqu'au bout pour aller et tester en fait le système et voir si on a résolu le problème ou pas. Donc voilà, donc là il vient donc de me faire donc la composition de déploiement. Donc là je vais cliquer et là je vais commencer en fait à tester mon système. Alors premièrement on va se connecter. Donc je me connecte toujours avec donc ce compte là. Et si vous avez remarqué, regardez, donc là, déjà là il a mis mon nom, l'adresse email, ça c'est beau, j'aime bien. Ici pour éditer le profil, donc ça c'est important. Regardez, donc là ici je peux mettre les informations dans le profil, déjà on l'a vu. Et on l'a changé pour le test 1. Et là je peux créer le service, là je peux voir la liste de services, j'aime bien. Il y a aussi un filtre pour voilà filtrer en fait les services que j'ai mis en fait, ou bien que j'ai ajouté. Et je peux aussi voir que là je peux créer un nouveau service. Ça c'est un petit peu les reviews des gens, ça c'est important en fait, et ça c'est le logout. Donc je vais ici maintenant de tester la partie donc de création de service. Alors imaginez que là on va tout simplement mettre que un service comme bon, on va mettre créer un site internet. C'est juste pour tester, hein. Voilà, on sélectionnera une catégorie, sous-catégorie, on laissera comme ça les prix, les caractéristiques, on mettra comme ça, et on le met en tant que, voilà, publié. J'enregistre, très bien, donc là il vient d'être enregistré, regardez là, il vient d'afficher le service de cette manière-là, ça c'est très intéressant, et il me montre le prix. Il y a la possibilité aussi bien d'ajouter l'image, ça c'est très intéressant, et je peux même en fait éditer. Voilà, pour voilà, éditer les informations, et je fais update service, ça c'est très bien. Peut-être qu'on va le demander d'ajouter une option ici dans l'image pour que déjà on peut la demander même tout de suite.
Donc là, on va essayer de lui demander ici d'ajouter option pour modifier l'image. Donc je reviens sur Bolt. Voilà, donc là, je viens d'ajouter déjà l'imprime écran et je lui ai demandé en fait d'ajouter voilà la fonction pour mettre à jour l'image. Donc là, on va lui lancer en fait le développement, on va le laisser en fait en train de traiter. Après, on va voir le résultat sur l'option de la mise à jour de l'image. Très bien, donc là, il vient de me créer en fait le lien avec le déploiement. Je vais essayer tout simplement ici donc de le tester. Donc là, on va cliquer pour ouvrir donc notre logiciel. Donc là, il ouvre. On va aller directement ici dans la création de service. Et voilà, donc dans la création de service, ici, il m'a donné la possibilité d'ajouter l'image. Donc du coup, là, je peux ici cliquer et uploader l'image à partir donc de mon ordinateur. Je peux prendre par exemple une image comme ça. Je vais cliquer sur ouvrir. Et comme vous le voyez, donc lorsque j'ai créé le système, là, l'image vient d'être ajoutée correctement. Bien évidemment, je peux, voilà, on va tester, juste mettre des informations donc de test. Donc là, on va mettre, voilà, comme ça. Alors, là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous expliquer en fait comment j'arrive à ajouter une image. Parce que l'ajout d'une image, en réalité, cette image-là, lui, il a uploadé cette image. Et pour uploader l'image, il fallait qu'il upload sur un cloud, là où les images vont être en fait sauvegardées. Et pour le faire, bien évidemment, on aura besoin, donc là, je vais cliquer sur Save. Voilà, donc l'image vient d'être ajoutée, je peux quand même cliquer pour éditer, je peux la supprimer et la modifier. Mais pour que ça fonctionne et ça tourne, il faut faire très attention, je dois avoir un espace de stockage là où je vais donc uploader mes images. Alors pour l'espace de stockage, il y a plusieurs façons, je vais vous expliquer les différentes manières de le faire. Et vous pouvez sélectionner la manière qui vous intéresse. Alors si je viens ici en fait sur Firestore, ok, donc là j'ai la possibilité bien évidemment, comme vous le voyez là, chaque fois que j'ajoute un service, lui il vient donc de mettre dans l'image le lien là où il a uploadé l'image. Alors pour uploader l'image, vous allez voir que là ici j'ai essayé d'utiliser un espace de stockage gratuit sur Supabase. Alors comment j'ai fait? D'abord, il faut savoir que même sur Firebase, il y a la possibilité bien sûr de cliquer ici sur créer. Vous allez dans Storage et vous allez voir que là, vous pouvez créer en fait un espace de stockage. Mais il faut faire attention, cet espace de stockage là, c'est un espace de stockage qui n'est pas gratuit, il est payant. Donc quelque part, Google va vous facturer selon le nombre en fait, ou les datas que vous allez l'ajouter ici. Mais il faut savoir qu'il y a la possibilité de prendre un abonnement ou avec un abonnement qui vous donne voilà quelques gigas. Donc, mais sinon, vous pouvez tout simplement payer selon le nombre d'images et des datas que vous pouvez les ajouter ici. Et ça, c'est payant, c'est très intéressant bien sûr parce que c'est très sécurisé et c'est très intéressant. Si vous allez voilà donc travailler un projet que vous voulez que tous les datas vont être stockés ici, voilà, mais comme vous le savez, vous devez payer sur ça parce qu'avant on avait la possibilité de faire un stockage gratuit, mais aujourd'hui c'est payant. Ça c'est une première en fait possibilité. Alors si je veux faire ça, il n'y a pas de souci. Vous allez voir que ici dans les paramètres, lorsque vous prenez un espace de stockage, automatiquement là ici, lui il va utiliser en fait d'utiliser ce qu'on appelle donc l'espace. Ça c'est mon URL donc de cet espace là. Et donc du coup vous allez dire à Bolt tout simplement d'utiliser l'espace de stockage de Firebase et d'installer tout simplement les données, les data ici. D'autres manières en fait qui sont gratuites et je vais vous citer 2 ou 3 manières. Donc il y a déjà là ici le site internet de Cloudinary. Donc ça c'est un site là qui vous permet en fait d'avoir un espace de stockage vraiment gratuit et il va vous donner bien évidemment en fait tout simplement un code que vous allez le copier-coller. Voilà, donc ça c'est votre code qui vous permet aussi de créer ce qu'on appelle une clé, d'accord, API, donc qui permet de faire la connexion directement à partir de ce site-là. Et on peut aller vers le site, je vais vous montrer que dans le site, on a la possibilité carrément d'avoir un espace de stockage gratuit. Il suffit juste de faire un compte gratuit, je vais vous le montrer là tout de suite. Voilà, ça c'est le site internet. Et vous allez voir que au niveau de pricing, vous avez carrément un espace gratuit
et vous pouvez voilà donc stocker les datas. Il vous donne jusqu'à 25 donc crédits mensuels. 25 crédits, c'est quelque part à peu près, comme vous le voyez là ici, c'est 25 gigas. C'est très intéressant. Vous pouvez le faire et pour vous, c'est très facile. Vous pouvez juste copier le code que vous allez recevoir ici et Bolt va faire tout le nécessaire pour faire la connexion et installer et uploader vos fichiers ici. Il y a aussi encore une autre possibilité avec imagekit.io. Donc, ce site internet là, il vous permet aussi la même chose d'avoir un espace de hosting gratuit. Dans cet espace-là, voilà, vous pouvez tout simplement donc mettre vos datas. Vous avez bien évidemment ici votre API avec la clé donc publique, avec la clé privée. Pour vous, vous allez copier tout simplement ça, ajouter les deux clés et Bolt peut faire le nécessaire pour uploader tous vos fichiers, la même chose. Ok. Troisième solution, et la solution donc aussi qui est très intéressante, c'est la solution bien évidemment avec Supabase.com. Donc là, si je vais revenir vers le site internet, ici dans cette solution là, vous pouvez bien sûr créer un compte gratuit. Vous allez voir dans le pricing, donc là vous avez voilà la partie gratuite. Cette partie là, elle vous permet en fait voilà donc de mettre jusqu'à 1 giga donc de data et de données qui vont être sécurisées ici. Vous créez un compte donc gratuitement et par la suite, lorsque vous créez un compte, vous allez cliquer ici sur storage comme vous le voyez là. Ok, et sur storage, vous allez cliquer sur new bucket. Donc c'est là où il va donc installer tous vos informations. Moi j'en ai créé un que je l'ai appelé donc service. Mais attention, une fois que tu crées cet espace là, vous allez voir que là il a installé en fait toutes les images que j'ai testées avec. Donc les images vont être restées ici et vous voyez ce lien là, lorsque je clique ici sur get URL, c'est quelque part, voilà, cette URL là, c'est quelque part, il va être mis par la suite en fait dans votre base de données. Donc si je reviens dans storage, non plutôt dans la base de données, vous allez voir dans ces éléments là, donc c'est dans les services, c'est dans ces éléments là où il va mettre en fait les informations dans image. Donc si je regarde, il y en a ceux qui viennent émettre une image comme celle-ci, donc celle-là il a récupéré directement à partir de là. Ok, attention lorsque vous allez le créer, vous donnez à Bolt en fait la possibilité de faire la lecture et l'écriture, et pour le faire vous allez cliquer tout simplement sur la partie policies et là ici vous allez tout simplement lui donner les autorisations. Vous allez cliquer ici sur new policies et vous allez tout simplement cliquer full customization et là vous devez tout simplement sélectionner select, insert, update, delete. Ok, vous donnez un nom ici. Vous choisissez n'importe quel nom, donc c'est un petit peu la politique, et vous allez cliquer sur Review. Vous allez faire la même chose aussi, donc sur la partie Other, et sur la partie ici Storage, donc la même chose. Vous cliquez ici sur New, ici sur New, et vous donnez toutes les autorisations. Donc là je clique, je clique sur All ici, pour donner toutes les autorisations à ce que d'une manière externe, il peut se connecter. Et pour connecter, finalement, pour donner bien sûr l'accès, parce que vous devez récupérer les accès, vous voyez, lorsque je clique sur projet ici, vous allez voir que là, j'ai mes informations. C'est ça les informations que vous allez lui donner. Vous donnez uniquement ça à Bolt. Vous lui donnez en fait l'URL. Ok. Vous donnez votre clé. Et lui, il va faire le nécessaire, bien évidemment, pour que, voilà, il va installer. Alors attention, si vous avez changé le nom ici dans le storage, si vous avez donné un autre nom ici, parce que vous pouvez donner un autre nom, hein, donc là c'est facile, hein, si vous donnez un autre nom, il fallait tout simplement lui dire que voilà, vous avez donné un autre nom, donc dans votre espace de stockage. Pensez à sélectionner que ce soit public, hein, surtout si vous allez tester. Bon, bien sûr, lorsque ça sera public, il vous dit que tout le monde peut récupérer l'URL, mais c'est pas grave, c'est pas une image confidentielle, elle peut être voilà récupérée. Mais sinon, vous pouvez que voilà la décocher comme ça et donner l'autorisation uniquement à un tiers, ça veut dire à une application spécifique pour la récupérer. Là, une fois que j'ai fait tout ça, vous allez voir grâce à ça,
Ici, lorsque j'ajoute en fait une image, elle peut être stockée. Donc toujours une image, elle a besoin d'un espace de stockage. Soit j'utilise Firebase, soit j'utilise d'autres outils externes en fait pour faire le stockage de mes images. Et moi, j'ai préféré mettre avec Supabase parce que grâce à Supabase, en fait, voilà, je peux avoir un compte gratuit avec 1 giga. C'est très facile la connexion. Je crée ici mon espace. Je récupère en fait ces deux informations là et je le donne à Bolt. Et Bolt, en fait, il va comprendre ça et tout ce qui est image, données, vidéos, voilà, fichiers PDF, tout, il va les enregistrer ici. Et du coup, mon application elle va tourner correctement comme vous le voyez là ici. Donc, il a le droit de faire l'upload et le download. Et il a le droit aussi de récupérer l'URL pour, bien sûr, faire la mise à jour. Moi, j'ai fait plusieurs tests, plusieurs tests. Bon, on a essayé d'ajouter en fait plusieurs services pour recevoir ce résultat-là. Donc là, c'est juste pour tester, bien sûr. Par exemple, ceux qui n'ont pas d'image, comme celle-là, j'entre ici, je fais une upload d'une image. Je vais juste prendre une image pour tester. On va prendre une image différente. Je prends celle-là, voilà, c'est juste pour test. Donc je prends cette image, vient d'être ajoutée, vous allez voir. Si je fais update, voilà, elle est là. Donc ça, c'est un petit peu comment ça se passe et comment ça se tourne. J'ai un espace, je l'ai connecté. Donc du coup, l'ajout de l'image fonctionne très bien. Et donc du coup, même si je vais aller, donc je pense, voilà, si je vais partir sur la page d'accueil, même si je déconnecte, sur la page d'accueil, je voulais lui demander en fait d'afficher aussi en fait quelques services. Comme vous le voyez, les services ils sortent avec des images qui sont bien. Et donc du coup, pour chaque utilisateur, lorsque j'entre ici, il peut avoir la main pour changer uniquement ses propres services à lui. Voilà. Ok, voici comment en fait on essaie de résoudre les soucis ou bien donc les messages d'erreur. Par exemple, celui-là, je lui ai demandé en fait de le fixer. Il n'a pas pu le fixer parce que il a changé la façon de l'indexation ou bien il a éliminé l'indexation. Mais quand même, lorsque j'essaie de faire le déploiement, il y a toujours ce message d'erreur. C'est vrai, il n'y a pas une grande influence. Mais après, j'ai compris que grâce à cette indexation-là, on peut optimiser en fait et alléger la navigation de site internet parce que aujourd'hui, on n'a que quelques services. Mais imaginez que le site contient des milliers ou bien des millions de services. Sans cette indexation-là, la recherche va être voilà trop longue et il va pas avoir en fait une très bonne qualité de résultat. Alors, ce que j'ai fait, je lui dis de fixer cette erreur-là, mais quand même, j'ai ajouté ici un petit peu en bas, je lui dis, donne-moi les instructions pour créer cette indexation. Ça veut dire que moi, je lui dis, écoutez, garde l'indexation et donne-moi les étapes, quoi. Et vous allez voir que là, c'est très, très intéressant. En fait, il m'a montré, en fait, les étapes à faire pour créer cette indexation-là. Il m'a demandé d'aller dans la console et par la suite, voilà, aller dans Firestore Database. Et là, il m'a demandé de faire l'indexation et surtout, il m'a donné qu'est-ce qu'il faut remplir. Donc là, on est revenu dans la case de départ, là où on va faire l'indexation. Donc dans la collection, il m'a demandé de mettre ce nom-là. Et après, voici les deux champs qu'il veut les indexer. Et celle-là, donc d'une manière ascendante et celle-là descendante. Et de sélectionner le Query Scope Collection, c'est tout. Et après, ça fonctionne. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti dans la Firestore Database. Je suis allé à l'indexation. Et j'ai créé cette indexation-là que vous êtes en train de voir. Donc, bon, je ne vais pas la supprimer, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai mis ici service, comme il l'a demandé. Et ici, j'ai mis statut et created at. Donc, j'ai fait la même chose. Hein. Donc, statut et created at, ascendant et descendant ici. Et j'ai sélectionné collection. Et après, je cliquais sur ajouter donc cette indexation. Et le problème a été résolu définitivement. Donc, ce qu'il faut retenir par ça, c'est vrai que parfois vous donnez en fait une erreur, c'est pas toujours qu'il arrive à la fixer parce que même si lui fait un travail, comme vous le voyez, il y a d'autres travaux qui se fait dans d'autres applications, bien sur d'autres outils. Alors, le fait de lui demander en fait qu'il vous donne des instructions, qu'il vous explique comment résoudre, qu'il vous donne voilà des étapes à suivre, vous allez voir que ça aide énormément et que vous, lorsque vous allez exécuter ça, comme vous le voyez là ici, il a mis une note, il me dit que normalement, si vous le faites, le problème va être résolu. Si vous rencontrez encore des soucis, donnez-moi. Et c'est pour cela, après, lorsque j'ai fait en fait la compilation, ce message d'erreur-là, il a disparu. Ça veut dire par la suite, je n'ai plus reçu ce message-là et j'ai remarqué que l'indexation de votre site, ça devient très très rapide et on sent la différence. Et donc du coup, c'est très important d'essayer en fait de comprendre voilà l'erreur.
Alors aussi, j'aurais besoin en fait de passer à d'autres fonctionnalités qui sont importantes dans le système. Rappelez-vous que dans Perplexity, on a donc demandé, donc qui nous donne en fait les informations nécessaires par priorité, voilà, par rapport aux fonctions. Peut-être que là, on peut par exemple passer à sélectionner une autre fonctionnalité. Donc si on va prendre par exemple la partie soit on fait la partie paiement, soit on fait la partie de la personne qui va entrer chercher le prestataire. On peut aussi bien sélectionner une autre partie, par exemple pour les avis. En tout cas, chaque fonctionnalité prioritaire, je peux tout simplement la récupérer d'ici et lui demander en fait de la développer. Vous allez voir que par exemple là, je vais prendre par exemple, soit je peux prendre celle-là, celle de la sécurité, pour lui demander en fait d'exécuter cette tâche-là. Comme aussi, je peux lui demander en fait de travailler la partie review, comme aussi je peux faire la partie en fait de l'IA, hein, pour croiser, voilà, ce que le client cherche, ce que le fournisseur en fait peut trouver comme données ou bien comme data. Alors pour moi, ce que je vais faire, je vais commencer déjà par la partie en fait de paiement électronique. Peut-être que là, je vais lui demander de me donner un peu plus de détails. Donc, c'est comme si je vais demander à Perplexity de continuer en fait le travail et que voilà, il me donne en fait des informations. Donc là, pour Perplexity, si je veux faire le paiement électronique, il me demande de créer en fait un compte Stripe, d'obtenir donc l'API donc de compte Stripe, d'installer Stripe donc librairie dans le codage. Et là, de faire l'intégration de Stripe dans le site internet, soit dans la partie donc front office et dans la partie back office là pour que je puisse voilà donc installer voilà mon code mon API Stripe, hein. Ça c'est très intéressant. Ok, donc je peux aussi avoir ici, donc là il me montre en fait ce qu'on appelle endpoint, ça c'est un petit peu donc une clé aussi qu'il faut la créer sur Stripe et là pour tester en fait le gateway. Donc là et du coup il me donne en fait des informations, même un exemple de code. Alors pour moi ce que je vais faire, hein, je vais faire simple, je vais essayer d'aller tout simplement faire donc lui demander tout simplement de me faire cette tâche-là. Donc là, je vais copier ça. Je vais revenir sur Bolt. Je vais lui dire tout simplement develop this. Et je fais tout simplement, voilà. Donc, je donnerai les informations par rapport à ça. Donc, du coup, là, qu'est-ce qui va se passer? Stripe, donc, il va se lancer. Bon, Bolt, il va commencer à faire les connexions. Il va me demander, bien sûr, les API, des instructions et tout. Donc là, il commence avec l'intégration de Stripe paiement. Je le laisse en fait être terminé. Et par la suite, on va essayer de passer le test et voir s'il y a des instructions spécifiques et qu'il faut les suivre. Alors très bien, donc là ici je vois qu'il a exécuté la création en fait de l'intégration Stripe. Donc il a créé en fait les fichiers nécessaires, il a fait en fait les modales, il a fait aussi en fait le paiement store. Donc tous les fichiers et les intégrations ont été créés parfaitement. Mais regardez là ici, en fait il va me demander que je dois lui donner en fait la clé en fait API de Stripe. Donc là il me demande en fait de remplacer voilà cette information là dans ce fichier là. Mais bien sûr je peux lui donner les clés pour que lui il puisse donc les ajouter. Donc là il demande la clé API et il demande aussi bien de créer un serveur endpoint donc sur Stripe. Bien évidemment, si vous connaissez pas les étapes, hein, c'est facile. Je peux lui demander ici de me donner étape par étape comment faire la création de la clé API et aussi bien donc de serveur endpoint. Donc il peut tout simplement, je peux lancer un prompt. Alors c'est vrai que là maintenant, si on regarde le site, on va pas voir le système de paiement parce que d'abord on aura besoin en fait d'ajouter l'accès peut-être donc du client, et lorsque le client il va sélectionner un service, là il peut payer, donc du coup le système va le proposer voilà donc de mettre sa carte bancaire grâce à Stripe. Mais pour que ça tourne, donc je vais vous montrer, là je vais partir sur Stripe, donc là je suis sur un compte Stripe et vous allez voir dans le compte Stripe vous devez tout simplement cliquer ici dans les paramètres et après vous allez cliquer sur la partie développeur. Une fois que vous êtes dans le développeur, vous pouvez tout simplement activer le Workbench. Donc ça, c'est une interface simple. Si vous allez l'activer, vous allez trouver que vous allez trouver en bas ici développeur. Donc je vais tout simplement la lancer pour voir où est-ce que je peux créer en fait ma clé API. Dès que j'appuie ici, vous allez voir la clé API, je peux la créer ici. Et l'endpoint, je peux l'écrire à partir de cet espace-là qui s'appelle Webhooks. Donc je commence avec déjà ma clé API, donc je clique ici pour faire la création ou bien la récupération de ma clé API.
Donc vous allez voir que là ici en fait j'ai deux types de clés, une clé publique et une clé secrète. La clé secrète, faut cliquer ici en fait pour l'activer. Une fois que j'ai récupéré la clé secrète, et bien sûr j'aurai aussi la clé publique que j'ai masquée ici, parce que c'est une clé en fait qu'il faut la garder pour vous, et il faut juste en fait par la suite la mettre à jour dans votre système, et on peut même lui demander de l'ajouter d'une manière cryptée pour que ce soit pas visible à l'intérieur du fichier de mon système, et même de se sécuriser encore en fait tout le fichier, parce que c'est très important, parce que parfois en fait les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans votre application, ils vont pas voler les datas, mais qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont changer en fait votre clé pour qu'ils puissent mettre leur clé à eux, pour qu'ils reçoivent le paiement sur leur Stripe. Donc c'est pour cela la clé, l'enregistrement de clé, le fichier qui contient la clé doit être vraiment sécurisé, et ça on peut le demander à Bolt pour qu'il fait le nécessaire afin qu'il puisse sécuriser au maximum cette clé là. Alors une fois que j'ai toutes ces informations là, il fallait tout simplement aller à Bolt pour lui demander tout simplement d'exécuter ces clés là. Alors maintenant pour créer notre endpoint, je vais donc dans la partie webhooks, et là je vais tout simplement cliquer pour ajouter une nouvelle destination. Si ici en fait dans cette destination là que je peux créer notre nouveau en fait serveur endpoint, que bien évidemment le Stripe il aura besoin. Le endpoint pour faciliter, c'est là où on a toutes les variables pour qu'il détecte tout le comportement de l'utilisateur lorsqu'il met sa carte bancaire, les informations de la carte, le comportement genre s'il y a un échec, donc tout ce qui est connexion entre le site internet et Stripe, ça se passe avec donc ce serveur là. Donc du coup il fallait le créer pour chaque projet, pour chaque site que vous avez, vous devez créer, faites tout simplement un endpoint spécifique. La création en fait de notre endpoint, elle est facile, elle est simple en fait. D'abord vous allez sélectionner les événements, donc on laisse tous les événements, hein. Donc on les laisse en fait cocher parce qu'il va récupérer toutes les datas et les informations. Par la suite vous allez tout simplement sélectionner le type de destination, ça va être un site internet, tout simplement une application web, et la configuration, vous allez la laisser une configuration par défaut et vous allez cliquer sur Finish pour finir. À ce moment-là, votre endpoint va être créé. Je vais copier la configuration de endpoint et tout simplement, je vais la donner ici à Bolt avec toutes les informations pour que la connexion avec mon vrai compte Stripe se fait correctement. Je peux ajouter l'option de lui dire, je veux que tu sécurises en fait ces accès-là. Et donc du coup là, on a réussi en fait à mettre en place en fait le système, et que mon système maintenant, il est opérationnel, il est fonctionnel. Maintenant, on va essayer de développer en fait la partie donc du client. Donc s'il va recruter donc un freelanceur, alors je lui ai tout simplement donc fait une imprime écran donc du bouton, et je lui dis écoutez, je veux que tu développes voilà un système robuste de recherche, là où il va aider donc les clients tout simplement à trouver, à filtrer en fait les informations ou bien les services qui leur intéressent. Donc du coup là, il a fait donc l'exécution, il a créé voilà donc la recherche par catégorie, par voilà plusieurs filtres. Il a mis à jour en fait voilà donc le bouton. Il a aussi en fait ajouté donc ce qu'on appelle donc un espace pour les personnes qui veulent donc acheter. Et donc toutes ces fonctionnalités là donc ils ont été traitées, et j'ai pu tout simplement donc le déployer. On va essayer de voir ensemble donc le résultat. Je vais ici de me déconnecter. Donc là, soit j'ai la possibilité d'aller à partir de ce bouton-là, soit aussi j'ai tout simplement ajouté un petit espace ici pour les personnes qui veulent acheter. Donc lorsque je clique ici, vous allez voir là, il va me demander en fait de se connecter. Soit j'utilise donc mon compte, soit je peux tout simplement donc utiliser, créer donc un nouveau compte. Alors ça, je voulais que ce soit le même que celui de Fiverr, parce que sur Fiverr, on a notre espace donc vendeur et on a un espace acheteur, et on peut switcher entre ces deux-là avec un seul donc compte. Bon, après c'est à vous de choisir, c'est un choix stratégique de vouloir créer soit deux comptes différents, soit avec la même personne il peut avoir ces deux casquettes-là et ces deux fonctionnalités. Alors si je reviens ici, donc on va essayer d'exploiter donc le travail, on va se connecter avec ce compte.
Et là, je vais aller donc dans l'espace de buy et vous allez voir que là, ici, il va me demander en fait à quoi je cherche aujourd'hui. Donc du coup, lorsque je passe ici une information, il va tout simplement essayer en fait de chercher la donnée et le service qui m'intéresse. J'ai un filtre ici qui est un peu avancé. Je peux choisir par catégorie, aussi par prix, voilà, de la prestation, par aussi combien de temps il est capable de livrer le projet. Et ici, on peut faire ce qu'on appelle un tri. Donc ça, c'est un petit peu donc l'espace que je trouve qu'il est voilà, qu'il est bien. Il fallait bien évidemment le tester, le vérifier et voir si ce filtre-là, voilà, il est capable de retourner les informations. Sinon, c'est simple, je fais une imprime écran, je reviens vers lui, je lui dis de développer. C'est ça le concept, c'est ça le principe. On essaye toujours en fait de voir est-ce qu'il est capable de tester, on le cadre, on fait les tests nous-mêmes et après on remonte en fait avec les idées pour qu'ils puissent encore améliorer donc ce développement-là. Très bien, donc là, je veux un petit peu encore développer cette partie-là, la partie de recherche en fait de service par donc les clients. Et si je veux encore la développer, je vais bien évidemment le développement, nous on l'a fait grâce à donc Perplexity parce qu'on a posé la question à Perplexity et il nous a donné des détails par rapport à comment faire en fait cette partie-là. Donc c'est pour cela moi j'ai pris exactement en fait ce même prompt là et je l'ai mis en fait sur Bolt, voilà, pour qu'il a pu en fait développer. Donc c'est le même prompt. Là maintenant je vais ici de chercher la partie de l'AI. Donc rappelez-vous qu'on a fait une demande en fait sur l'AI pour qu'il me donne en fait quelles sont les fonctionnalités qu'on peut en fait les développer. Donc là par exemple ça c'est la fonctionnalité pour ajouter en fait la recherche et la génération de clients. Mais plutôt je me rappelle qu'on a vu toute une partie là où on parle du système AI. Voilà, là il permet en fait de matcher voilà les clients avec les bons services. Donc regardez là ici, il est en train de me redonner les informations selon le filtre que moi je suis en train de chercher. Mais je peux là exiger donc voilà que je veux faire un système qui intègre voilà donc une intelligence artificielle et c'est elle qui va en fait m'aider en fait à trouver en fait le bon service. Peut-être que ça peut être en se basant sur ma navigation par exemple, ou bien en se basant sur quelques informations que moi je peux mettre dans mon profil en tant qu'acheteur. Donc ces informations-là, en fait, elles peuvent donc collecter des datas pour moi et donner l'AI la possibilité de faire la recherche pour moi pour m'aider. Donc ça c'est un petit peu pour se différencier des sites actuels donc qui proposent la collaboration entre freelanceur et le client. Peut-être que là on va ajouter l'AI qui va sélectionner pour moi le meilleur donc freelanceur pour ma prestation et ça en se basant en fait sur d'autres datas comme l'historique, comme un petit peu mon domaine, comme un petit peu la description en fait de la recherche que je veux chercher. Donc on peut faire d'une manière simple comme on peut faire d'une manière un peu plus poussée, genre demander lorsque l'acheteur en fait ou le client il entre dans la plateforme, il doit remplir une certaine information. Grâce à ces informations là, moi je peux capter en fait et le recommander. Ou bien à chaque fois qu'il a besoin en fait de chercher un freelancer, il doit répondre à un petit formulaire avec ses préférences et le système avec l'IA il va lui recommander. Bon, il y a énormément de choses. On va essayer de faire quelque chose de simple. C'est que moi je vais me baser sur ce que la personne il va écrire dans la barre de recherche. Suite à ça, on peut peut-être ajouter un petit bouton chercher avec l'AI et lui, grâce à ce que vous allez écrire, il va essayer de chercher qui c'est la meilleure personne en se basant sur ses avis, en se basant sur ses prestations, sur même ses échanges avec les anciennes en fait commandes et grâce à ça, il peut vous faire en fait la recommandation. Tout ça en se basant bien sûr avec le prompt. Alors pour moi, je peux prendre ce prompt là, comme je peux demander à Perplexity aussi de encore raffiner ce prompt encore. Très bien, donc là, je vais tout simplement donc copier-coller mon prompt. Donc dans ce prompt là, vous allez voir que d'abord, je vais ajouter avec mon prompt une imprime écran donc de Search Engine, voilà, pour qu'il sache exactement de quoi il s'agit. Et là, je vais lui demander tout simplement que je veux qu'il développe encore cette fonctionnalité-là et qu'il ajoute ce qu'on appelle AI Driven System. Ça veut dire, voilà, un système d'intelligence artificielle capable de chercher
le bon freelancer en se basant sur les performances de freelancer et aussi sur les keywords qui sont ajoutés par le client. Et aussi, je vais lui demander en fait de travailler avec donc le modèle ChatGPT 4o. Voilà, donc c'est le modèle de l'intelligence artificielle qui va lui l'aider en fait voilà à faire le bon choix et la bonne recherche. Et je vais lui dire aussi, ça c'est très important, d'ajouter ma clé API, voilà, d'une manière cryptée dans le code pour que ça soit pas en fait accessible, voilà, pour d'autres personnes. Même si le site subit une attaque, ce code-là va être vraiment crypté. Maintenant, avant de lancer ça, c'est important de lui donner ma clé API en fait de ChatGPT grâce à en fait la plateforme OpenAI, et grâce à ça il va permettre à donner la main à cette intelligence artificielle là de voilà de fouiller dans ma base, de prendre les décisions d'une manière intelligente et faire tout simplement ce matching là. Alors pour le faire c'est simple, je vais aller dans le site donc voilà Google, je vais taper ici donc OpenAI plateforme et vous allez voir donc vous avez directement un lien ici qui ramène vers donc l'API case. Sinon vous pouvez aller juste dans la page d'accueil. Bien évidemment, il fallait être connecté avec votre compte de OpenAI ici, ok. Là, je vais cliquer sur Dashboard. Et dans le dashboard, vous allez voir que là, vous allez trouver votre clé API ou bien la génération de clé API. Bien sûr, il faut savoir que ça a un prix. C'est pour cela que je choisis ChatGPT 4o, donc c'est un petit peu le modèle qui est voilà, il a une certaine intelligence acceptable et surtout au niveau du coût il n'est pas cher. Vous pouvez bien évidemment si vous voulez avoir vraiment un système très très poussé, parce que si vous voulez collecter plus d'informations sur le client, que le client lorsqu'il entre il peut donner son projet et que le système lui recommande des freelancers, à ce moment-là je peux vous recommander en fait le O3 mini. Donc le O3 mini, c'est lui qui utilise un système de raisonnement, donc vraiment il y a la partie raisonnement avant de donner la décision. Ça prend quelques secondes de plus pour le retour, mais quand même il est voilà une performance beaucoup plus avancée et beaucoup plus recommandée. Mais si vous avez juste un système voilà, classique simple, grâce à ça le 4O donc il peut faire en fait largement en fait l'affaire. Alors je clique ici sur la KPI Keys. Et vous allez voir que là, j'ai la possibilité en fait de créer ma clé. Donc là, je vais créer juste une clé pour tester en fait. Ça va être une clé en fait de test, donc pour juste en fait la vidéo. Après cette clé-là, je vais la détruire. Bien évidemment, lorsque vous créez votre clé, il va être secrète. Il faut pas la communiquer parce que toute personne, il va utiliser cette clé-là, il va consommer en fait de votre solde sur donc OpenAI. Alors moi, je vais la copier, d'accord. Une fois que je copie cette clé-là, je vais revenir en fait dans mon code ici. Et là, juste en bas, en fait, voilà, je lui donne en fait, plutôt je vais arrêter, faire stop. Ici, hop, je viens, je lui dis, voilà, OpenAI qui, voilà, je fais entre parenthèses et je donne la clé, d'accord. Lui, il va comprendre tout ça. Donc là, j'envoie. Donc du coup, je vais les laisser en fait le temps qu'il fait sa programmation et son développement. Et par la suite, on va voir le résultat. Est-ce qu'il est capable en fait de crypter ce code-là et quelle est en fait la qualité. Déjà, je vois qu'il a commencé en fait à mettre donc la clé. Ça, c'était très important en fait. Qui voilà, il est en train de mettre en place donc maintenant la partie de search. Voilà, la clé elle est cryptée et c'est ce qui m'intéresse en fait. Donc lui, il utilise un système. Il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres applications tierces, que ces applications-là, en fait, c'est eux qui cryptent, en fait, même Amazon, ils proposent, en fait, une de ces solutions-là, que la clé soit, en fait, enregistrée ailleurs, et que cette clé-là peut être cryptée, et par la suite, lui, il fait appel à cette variable-là à distance, sans connaître parfaitement, donc, le contenu de cette clé-là. Donc ça aussi, ce sont d'autres solutions qui sont proposées, mais après, tout dépend, en fait, voilà, de la complexité de votre projet. Il y en a ceux qui mettent aussi la partie dynamique de clés, parce qu'ils veulent changer, en fait, les clés selon les utilisations, bien selon les abonnements si tu veux. Donc là il a terminé en fait la recherche. On va ici donc tout simplement de cliquer sur déployer et on va y voir par la suite une petite démonstration sur donc ce résultat là. Donc regardez là ici il est toujours en train de fixer en fait des files, donc on va le laisser finir à 100% et après faire le déploiement. Très bien, donc là on va tester donc le nouveau output, donc avec donc l'ajout de l'intelligence artificielle. On va essayer de tester. Donc du coup là on va aller directement donc dans l'espace client.
Et voilà, donc là, ici, j'ai deux boutons. Un bouton simple qui fait la recherche simple et un bouton en fait qui fait la recherche avec l'IA. Et donc celui-là, il fait appel donc à ChatGPT pour mieux analyser en fait les services. Donc je voulais ajouter plusieurs services pour comprendre un petit peu le mécanisme, comment il fonctionne, comment il tourne. Et là, lui, il va travailler soit avec la description, soit aussi avec l'historique d'échange entre le client et le fournisseur ou le freelanceur, et aussi bien par rapport aux notes en fait, ou aux satisfactions, taux de satisfaction des anciens clients. Donc là, si je vais essayer de taper ici, donc tout simplement Facebook, je vais aller donc dans la partie Search with AI. Donc là, on va lancer ça. Comme vous le voyez, c'est très rapide. Il a fait, voilà, donc là-haut, recommandation, donc elle est prête. Et là, donc j'ai le produit qui est là. Donc je peux cliquer et vous allez voir que là, j'ai tout simplement en fait la possibilité de travailler. Alors, si je veux améliorer un peu l'outil, vous allez voir que là, au niveau donc de l'offre, je devrais bien évidemment, lorsque je dois cliquer sur cette offre-là, je dois trouver les informations pour pouvoir bien sûr passer à l'achat. Et si je vais aller plutôt, en fait, si je reviens et voir les services, par exemple là, ce sont les différents services, donc j'ai mis des prix et des tarifs, et c'est très important que lorsque je clique, je peux passer en fait tout simplement au paiement. Donc du coup pour ça, il fallait que je revienne donc à Bolt et je lui dis que lorsque je clique sur la prestation, je veux tout simplement passer à l'achat. Et attention là ici, au niveau recherche, lorsqu'il va afficher en fait les résultats, il fallait pas qu'il affiche en fait donc ces informations là. C'est tout à fait normal. Donc il n'a pas le droit d'éditer ni de faire la suppression. Il peut tout simplement ici cliquer sur un bouton acheter pour voir voilà plus de détails si on veut et pour donner l'espace là où. Eh bien donc là on a demandé en fait de supprimer la partie edit et delete des résultats en fait sur la partie d'acheteur et de faire tout simplement bouton buy et on va tout simplement donc vérifier un petit peu le résultat. Voilà, donc là ici c'est beaucoup plus correct. Donc là je clique sur buy, ça c'est très intéressant, il me donne des informations sur le produit. Et là, je peux mettre donc la carte bancaire et ça c'est très très intéressant pour pouvoir en fait passer au paiement et ça c'est très très intéressant. Donc lui il a compris directement qu'on a fait l'utilisation de Stripe et là il a jeté la carte bancaire. La partie description, je pense qu'il n'est pas encore développé mais il a eu le réflexe en fait de l'ajouter ici. Bien évidemment, je peux revenir à Bolt et je lui demande ici de développer encore donc la fonctionnalité description. Je pense que vous avez compris. Donc chaque étape, je dois la tester, après je dois revenir vers le système pour lui demander en fait de la rectifier et la travailler et ça c'est très intéressant donc ça donne en fait voilà une partie plus intéressante en fait de mon application et très bien donc là l'application elle est hébergée sur un lien temporaire donc qui est offert par Bolt donc c'est tout simplement le lien de Netlify mais j'aurais besoin en fait de prendre ce code là et de l'héberger sur un vrai serveur. Alors et pour le faire c'est très simple, bon très simple, mais je vais vous montrer un petit peu les étapes à faire, étape par étape. Vous allez d'abord donc exporter en fait tout le code source de votre application. Comme vous voyez là, ici, il y a download, donc je télécharge l'ensemble de code. Et bien évidemment, une fois que le code il est installé sur mon ordinateur, il est téléchargé sur mon ordinateur, j'aurai besoin en fait de l'héberger quelque part sur un serveur. Et pour commencer, première étape, j'ai besoin donc de sélectionner un nom de domaine. Donc pour moi, j'utilise l'hébergeur Hostinger donc pour trouver un nom de domaine parce qu'il y a des noms de domaine en fait qui sont pas chers. Donc voilà, donc généralement les noms de domaine qui sont voilà moins d'1 € aujourd'hui. Voilà, vous pouvez prendre un nom de domaine pour héberger votre site internet. Comme vous pouvez aussi donc utiliser en fait le générateur IA et donc ce générateur là il va permettre en fait la détection ou bien la proposition voilà des noms de domaine. Alors par exemple là si je tape par exemple freelancer, voilà je lui donne juste un nom par rapport à ma thématique. Alors freelancer alors on va mettre freelancer shop ou business ou voilà donc project. Donc là, je mettrai voilà donc des informations et du coup, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ici lui générer des noms de domaine en fait qui correspondent avec mon projet. Ça c'est bien sûr dans le cas où j'ai un projet que je sais pas trop en fait comment le faire appeler, comme ici il vous donne voilà plusieurs propositions. Vous allez voir lorsque vous allez cliquer, il vous donne plusieurs propositions et ça c'est très très intéressant. Il permet de combiner en fait les mots-clés pour un bon référencement de votre site et aussi ce qu'il vous donne ici ce sont des noms de domaine qui sont déjà prêts à être achetés voilà et ça vous donne des inspirations. Ok, une fois que j'ai cet espace
interface là, j'aurai besoin en fait de prendre ce qu'on appelle un serveur SPV, et ça veut dire un serveur privé, donc virtuel. Pourquoi? Parce que en fait, les sites qui sont faits avec Hostinger, c'est un peu spécial avec leur technologie, ils ont besoin de ce qu'on appelle le Cloud Panel, parce qu'ils sont faits sur des serveurs du genre Ubuntu, avec ils demandent minimum une version 24, et pour que ça tourne en fait, j'ai besoin de ce serveur avec ce Cloud Panel. Et pour le faire, pour que ça peut être possible, j'aurais besoin en fait de ce qu'on appelle un serveur privé virtuel. C'est un serveur aussi, hein, donc je peux mettre des sites internet classiques comme WordPress, comme des sites natifs avec du développement natif, mais aussi sa puissance qui permet aussi d'avoir des sites qui ont des serveurs puissants avec des processeurs puissants capables donc de faire tourner ces applications-là, surtout si j'ai dans mon application en fait des algorithmes d'intelligence artificielle, ça consomme énormément d'énergie et donc du coup j'aurais besoin des serveurs très puissants. Le coût généralement c'est voilà, donc c'est 6,59 euros. Ça doit pas dépasser les 8 euros par mois, donc ça c'est un petit peu les tarifs qui sont connus aujourd'hui sur le marché. Moi j'aime bien travailler avec Hostinger parce que j'ai toujours en fait cette possibilité là d'annuler même après 30 jours, hein. Donc si l'hébergement ne me va pas, ou bien si le projet voilà ne tient pas la route, je peux tout simplement annuler à tout moment, donc 30 jours de test gratuit avec un remboursement 100%. Bon, c'est très intéressant. Ok, alors pour le faire, c'est très simple, vous allez cliquer sur choisir mon plan. Et là, en fait, il vous donne plusieurs types de plans avec le nombre de processeurs. C'est un petit peu ce qui change, hein. Donc là, par rapport à ces projets-là, vous allez voir que là, ici, il a un seul processeur, la 2, la 4, la 8 cœurs. Alors, généralement, moi, je bosse avec celui-là parce que 2 processeurs pour faire tourner une plateforme, c'est largement suffisant. Avec 8 Go de RAM, c'est intéressant. Les petits serveurs, généralement, ils sont pas faits pour les sites puissants, hein. Ça, c'est pour des sites assez simples. Mais les sites qui vont tourner avec l'IA, minimum, il faut avoir 2 cœurs, en fait, de 2 gigas. Moi, je vous conseille de prendre le premier et après, lorsque le projet fonctionne et vous aurez, par exemple, plus que, je sais pas moi, 10 000 abonnés dans votre projet, vous pouvez migrer vers le deuxième ou troisième, donc, processeur. Donc, pour moi, je prends celui-là. C'est très simple. Je clique sur sélectionner. Vous allez voir que là, il va juste me demander en fait voilà de faire un compte et je peux voilà donc sélectionner en fait le nombre de mois qui m'intéresse. Alors bien évidemment plus que j'ajoute, plus que c'est plus intéressant le prix. Regardez si je pars sur 12 mois, ça monte un peu le prix, donc je reste sur 24 mois. Et là vous pouvez ajouter un code de promo en fait, c'est un code c'est VPS 10, voilà, si vous mettez ce coupon là, vous allez voir, il va vous faire une petite réduction, voilà, c'est intéressant, sans qu'il y a 10% de moins, et donc du coup ça va donner un prix global 142 donc euros pour 2 ans. Donc ça a un seul paiement, et ça c'est très intéressant. Après, il fallait juste cliquer sur continuer et créer un compte gratuit. Alors là, je passe donc sur cette interface-là de l'installation. Une fois que j'ai fait mon achat, je paye avec ma carte bancaire, j'ai 2 ans d'accès. Donc du coup, vous allez tout simplement d'abord choisir l'emplacement de votre serveur. Donc il y a plusieurs voilà serveurs dans le monde. En fait, il n'y a pas énormément donc de changements hein, donc dans la rapidité et tout. Mais généralement, si moi mon audience en fait elle est en France, donc je choisis de mettre mon serveur en France. C'est peut-être voilà le temps en fait d'accès à ce réseau-là va être beaucoup plus intéressant, mais après si vous allez choisir donc un serveur aux Pays-Bas, le site il va rester toujours accessible. Mais peut-être l'UNASE par rapport au référencement, ils préfèrent avoir le serveur dans le même pays de l'audience, voilà, pour faire un petit peu voilà augmenter leur score par rapport au référencement sur les moteurs de recherche. Voilà, je prends France ici. Et vous allez voir que là ici il y a énormément plusieurs en fait systèmes d'exploitation, hein. Vous avez les serveurs aujourd'hui, donc voilà, il y en a le Kali Linux, il y en a ceux qui sont avec Ubuntu, ceux qui sont avec Cloud Linux. Alors pour moi attention, je ne vais pas choisir ici un serveur, je dois d'abord sélectionner ici système d'exploitation avec panel. J'ai besoin du panel, pas uniquement de système d'exploitation, parce que lorsque je sélectionne le panel, ça va m'aider en fait à mettre à l'installation d'une manière beaucoup plus facile et plus simple. Comme vous savez, le plus connu aujourd'hui sur le marché, c'est celui-là, hein, de cPanel, hein. Donc c'est un petit peu connu dans le monde, qui est très facile, très simple pour que tu puisses héberger un site. Mais pour que ça marche avec Bolt, j'aurais besoin de Cloud Panel, donc celui-là. Donc là, je dois tout simplement donc cliquer pour le sélectionner.
Vérifiez bien sûr qu'il vous donne la toute dernière version du Ubuntu, parce que Bolt aussi se fait à jour avec la version 24 et plus. Donc du coup là, j'ai la bonne version. Je peux bien sûr voir un guide de démarrage, de documentation, le forum, hein, pour ceux qui veulent voilà, voir un peu plus de détails. Mais pour moi, je prends ce serveur là et je sélectionne en fait pour passer en fait voilà à la dernière étape du paramétrage. Et voilà, donc ici, il va me demander en fait de créer un mot de passe. Donc ça, c'est très important. En fait, je peux demander voilà la génération de mot de passe d'une manière automatique. Je peux aussi créer en fait ce qu'on appelle la clé SSH. Ça, c'est un peu plus pour la sécurité, hein, pour mieux sécuriser votre donc tableau de bord VPS. Mais après, voilà, donc c'est fonctionnel hein, et optionnel. On peut la faire ça par la suite si vous voulez. Et attention, laissez ça active parce que ça, il va vous installer ce qu'on appelle un scanner de malware. Celui-là, il va essayer de détecter en fait s'il y a des attaques faites par voilà des hackers ou bien des pirates qui veulent accéder à votre site, qui veulent injecter ce qu'on appelle des requêtes SQL, SQL injection. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il utilise l'IA derrière pour faire bloquer ce genre d'attaque. Il est très intéressant. Alors moi, je vais tout simplement voilà définir un mot de passe et le confirmer pour pouvoir par la suite passer à l'étape suivante. Et voilà donc là, la configuration, elle se lance. Bien évidemment, ça prend, comme c'est expliqué ici, 6 minutes hein, pour que ça doit terminer. Donc on va laisser en fait l'installation se fait. Donc là, il va installer donc le système d'exploitation. Il va mettre en place tout ce qui est nécessaire pour faire tourner en fait votre tableau de bord. Après que l'installation se termine, on peut tout simplement avoir accès à ce serveur-là pour déployer et installer tous les fichiers pour faire tourner en fait notre application web ou bien notre site internet qu'on a créé avec voilà des intelligences artificielles comme Bolt. Maintenant, l'installation elle est terminée avec succès, donc j'ai ici la possibilité tout simplement d'accéder à mon tableau de bord VPS. Il y a aussi la possibilité en fait d'accéder avec le SSH, mais ça c'est pour un niveau un peu avancé pour les développeurs, pour les personnes qui connaissent au niveau de serveur. Mais on va faire un truc beaucoup plus simple. On va accéder ici. Vous pouvez bien sûr copier ça parce que vous aurez besoin. Donc ça c'est l'accès en fait SSH. Et n'oubliez pas que vous avez déjà créé un mot de passe pour ce serveur-là. Donc le SSH, il aura toujours besoin en fait de mot de passe que vous avez créé au début. Et là, c'est parti. Donc je clique sur gérer donc les VPS. Donc là, il va commencer avec un petit voilà formulaire. Donc vous pouvez passer ça. Et là, vous êtes tout simplement sur votre système. Donc là, mon système il est là, il est prêt, il est configuré. Le serveur il est là. Tout ce qui reste à faire, c'est commencer à faire la configuration pour donc mettre en place en fait mes fichiers et faire tourner mon application. Alors c'est parti, donc là on va cliquer sur Manage Panel. Donc là j'entre ici dans cette interface là. Bien sûr, lorsque vous aurez ce message là, vous allez cliquer sur Paramètres avancés et vous allez autoriser en fait l'accès à cette interface. Une fois que je suis là, le login par défaut c'est admin. Et rappelez-vous au niveau de mot de passe, vous l'avez créé au début lorsque vous avez fait l'installation en fait de votre serveur. Donc là je viens, je mets tout simplement donc le mot de passe et j'accède à cette interface là où je peux ajouter un ou plusieurs sites internet tout simplement. Donc là ici je vais cliquer pour ajouter mon site. Il va me dire quel est le type de votre site, est-ce que c'est un WordPress, c'est un CMS, c'est quoi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est node.js. Ça c'est avec la technologie qui a été créée notre site internet. Donc j'entre ici. Donc voilà, j'entre ici et vous allez voir que là je vais tout simplement ici, il vient de me proposer donc un mot de passe, je vais le changer. Là je peux proposer donc un nom de domaine, donc soit j'ai acheté un nom de domaine ou bien tout simplement je peux prendre un nom de domaine en fait temporaire. Et là il y a tout simplement en fait ce qu'on appelle le username. Donc là je peux définir un username, par exemple là je vais mettre admin, voilà majuscule. Là le mot de passe, là aussi donc le nom de domaine. Au niveau de nom de domaine, en fait, on va copier notre nom de domaine qui est celui-là, voilà, le nom de domaine temporaire. Donc on va juste faire tourner le site ici. Si vous avez acheté un nom de domaine avec donc votre hébergeur, vous pouvez le mettre et après vous faire la configuration simplement. Sinon, on va tout simplement mettre ici mon nom de domaine. Bon, l'utilisateur il change ici par défaut. Si vous voulez le garder, vous pouvez le faire. Ensuite, je vais cliquer sur Create. Et voilà, donc là, le site vient d'être chargé. Bien évidemment, je peux avoir la possibilité d'ajouter encore plusieurs autres sites internet. Donc un serveur VPS, il peut contenir plusieurs sites internet. Nous, on va rester juste sur ce site-là. Je clique sur donc la partie pour faire l'administration de ce projet-là et je vais aller directement vers File Manager. Donc dans File Manager, on va ici en fait de upload de fichiers. Donc on va aller à htdocs
Et là, je vais essayer tout simplement donc d'entrer pour pouvoir essayer donc de coller tout simplement en fait les informations de mon fichier ici. Donc là ici il y a le nom de mon serveur, j'entre aussi dans ce serveur là et je clique sur Add New et là voici donc le fichier que j'ai uploadé. Je vais tout simplement extraire tous les fichiers qui sont à l'intérieur ici et attention, on aura besoin d'uploader en fait et de changer en fait l'emplacement de ces fichiers là parce que là on a donc le répertoire racine, celui qui m'intéresse. Donc là je vais couper et regardez là ici, donc je reviens ici dans cet emplacement là exactement ici et bien évidemment dans le fichier source on peut tout simplement celui-là on peut le supprimer, on n'aura plus besoin et on va coller en fait les différents fichiers ici. Je peux aussi supprimer celui-là parce que je n'aurai plus besoin. Donc là tous mes fichiers en fait que j'ai téléchargés en fait ils sont sur cet emplacement là et du coup j'ai mon système qui est prêt à être donc déployé sans aucun souci. Donc là j'ai tous les fichiers, tout ce qu'il reste à faire c'est de passer en fait au mode SSH. Très bien, donc une fois que tous les fichiers en fait ont été enregistrés dans le serveur, donc là je vais revenir dans mon serveur et vous allez voir que là ici en fait on a ce qu'on appelle le root access. Ça c'est le SSH qui me donne accès à mon serveur. Alors je vais d'abord commencer à le copier. Et là, ce que je vais faire, en fait, je vais ouvrir mon terminal et je vais essayer de me connecter au serveur et grâce au terminal pour installer mon environnement. Et vous allez aussi avoir ici un accès, en fait, là, pour accéder au serveur. Il y a plusieurs manières de le faire. La plus simple, c'est avec le terminal. On peut le faire, voilà, donc avec un raccourci si on est sur Linux, la même chose si on est sur le Mac, la même chose sur Windows. Donc on peut utiliser ce raccourci-là pour accéder au terminal. Il y en a même ceux qui veulent installer une application qui s'appelle Putty. Cette application-là, elle aussi, elle vous permet d'accéder en fait au terminal. Le lien en fait de cet article-là, si vous voulez vraiment voilà, suivre donc l'accès au terminal. Si vous avez jamais fait l'accès au terminal, grâce à ce lien là vous aurez accès à votre serveur. Alors maintenant j'ouvre mon terminal. Là je vais tout simplement coller ici donc l'accès SSH route, je fais entrer et là il va me demander le mot de passe. Alors le mot de passe c'est le même mot de passe que vous avez créé lorsque vous avez donc créé votre serveur, hein, donc c'est le même. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe, pas de souci, vous avez la possibilité toujours de le changer ici si vous voulez. Et là, donc dans le terminal, je vais tout simplement cliquer bouton droit ici et faire coller le mot de passe. Alors lorsque vous allez le coller, ne vous inquiétez pas, il ne va pas apparaître ici pour des raisons de sécurité, il va rester crypté. Je fais entrer. Donc là, voilà, j'ai l'accès à ce serveur-là et je peux commencer en fait à lancer quelques commandes pour pouvoir installer mon environnement de travail pour que l'application... Très bien, donc là, l'objectif, c'est que j'essaye en fait d'entrer dans le serveur et spécialement en fait sur ce dossier-là. Donc je dois chercher ce dossier-là dans mon serveur pour pouvoir installer l'environnement. Donc ici, je vais d'abord donc faire un cd donc pour venir et là je vais regarder afficher en fait les informations de ce dossier là. Donc normalement je devais trouver le home, donc ce dossier là ça m'intéresse, donc je vais accéder à ce dossier là, donc je vais faire cd home et une fois que je suis à l'intérieur je peux déjà afficher ce qu'il y a. Donc ça m'intéresse d'entrer déjà dans ce dossier là, là où on a mis à l'intérieur en fait les informations. Donc là je vais faire cd et là on va tout simplement accéder à ce dossier là. Par la suite, donc je peux afficher ce qu'il y a à l'intérieur. J'entre à htdocs. Donc là, je suis arrivé ici, htdocs. Mais la htdocs, j'ai besoin aussi d'accéder à l'intérieur de ce dossier-là. Donc c'est pour cela que là, ici, je lui dis cd htdocs. Donc voilà. Donc là, je vais faire encore ls. Et là, je vais faire un cd sur exactement ce fichier-là. Donc du coup, là, exactement je suis à l'intérieur de mon fichier et c'est là où je vais donc installer en fait l'environnement de travail. Pour commencer, je vais lancer la commande qui est npm install. Donc cette commande là elle va tout simplement installer l'environnement npm qui est important, qui est obligatoire pour que le système puisse tourner. Par la suite, donc on va faire donc npm run build. Donc là aussi on va faire donc la construction. Très bien, donc voilà, c'est très rapide en fait. Là il installe en fait les nœuds, les modules en fait nécessaires pour mettre en place l'environnement.
Donc j'attends qu'il termine en fait l'installation de Vite. Généralement c'est quelques secondes, hein. Voilà, il vient de finir. Là je fais le npm run carrément donc pour activer l'environnement, et là ici donc on va faire encore d'autres installations. Là je vais faire npm et là je vais faire install, et là je vais faire -g et je vais écrire serve. Je valide. Voilà, donc là il est en train de faire aussi cette installation là. Donc tout ça en fait ce sont obligés en fait pour les installer au niveau de l'environnement. J'ajoute une autre commande -g. Maintenant on va installer le PM2. Voilà, donc là aussi on a fait l'installation. Donc on est presque, ça reste juste 2-3 commandes. Là, une autre commande que je vais la lancer, c'est donc une fois que le PM2 il est installé, grâce à ça, on va faire le start en fait de cette application-là. On va l'appeler Vite Press et je la lance. Donc du coup là, donc il vient d'être lancé. Et par la suite, je termine avec PM2 Save pour enregistrer. Et je termine avec PM2 Startup. Donc là, l'environnement il est installé. Donc du coup, j'ai tout ce qu'il faut pour faire tourner donc mon outil. Toutes les commandes, en fait, je vais les mettre en support du cours. Comme ça, vous pouvez les copier-coller pour pouvoir lancer votre installation. Mais attention, c'est obligé d'être pointé sur le dossier à l'intérieur. Donc parce que si vous ne mettez pas et vous entrez pas parfaitement à l'intérieur de votre dossier source, là où il y a les fichiers que vous avez copiés, ça va pas marcher. Donc l'environnement il va être installé par rapport à votre fichier source comme ici. Alors maintenant on va installer en fait la sécurité sur notre site internet. Donc là je viens sur la partie de dashboard et je clique sur manager donc mon site. Je vais aller à SSL en fait. SSL en fait, pour vous expliquer à quoi il sert, elle va aider à ajouter en fait le S de sécurité ici dans votre URL. Regardez là, le site, en fait, le serveur n'est pas sécurisé. Et donc du coup, voilà, ça peut causer des problèmes en fait pour les gens lorsque vous allez envoyer votre accès. Les gens lorsqu'ils vont tester, s'ils vont trouver qu'il n'est pas sécurisé, c'est pas bien. Donc du coup, je viens ici et j'ajoute en fait cette commande là qui va permettre en fait d'installer carrément en fait la sécurité. Donc du coup, celle-là, elle va nous aider en fait à mettre en place donc voilà, un cryptage HTTPS et une certification HTTPS sur votre domaine. Donc ça, c'est très important de le faire dès le début, lorsque je commence à faire les installations. Voilà, donc là, elle est bien installée, comme vous voyez là ici, elle est active. Et donc du coup, par la suite, vous allez voir, lorsqu'on va attribuer un nom de domaine, on va y avoir un nom de domaine sécurisé et avec un accès HTTPS. Voilà, une fois que l'environnement est installé, tout ce qu'il reste à faire, c'est que je vais tout simplement mettre mon nom de domaine ici. Donc là, ici, je peux mettre mon nom de domaine, le cliquer sur ajouter pour que le nom de domaine, tout simplement, va afficher en fait le contenu de ce projet. Alors, si le nom de domaine il est acheté sur Hostinger, donc automatiquement, vous allez essayer de mettre en fait cette adresse IP là, donc pour configurer ce nom de domaine là. Vous rappelez-vous, lorsqu'on a commencé à faire dès le départ la création de notre serveur VPS, il nous a demandé donc d'acheter un nom de domaine. Alors soit on l'a acheté, si on l'a pas acheté, c'est très simple, on l'achète et on le pointe vers cette adresse IP là. Si il est acheté avec Hostinger, c'est très facile à faire. Si ce n'est pas acheté sur Hostinger, vous inquiétez pas, vous avez toujours ici un chat. Vous allez voir, lorsque vous cliquez ici, vous allez trouver une partie là où vous pouvez lancer un chat online. Et ça, c'est très intéressant. L'équipe de Hostinger, elle va tout simplement et gratuitement s'occuper à pointer votre nom de domaine directement sur votre hébergeur ici, sur votre VPS. Je peux le faire hein, si je veux, en fait, d'une manière manuelle. Hein. Donc là, ici, sur le DNS, par exemple, là, juste pour tester dans cette vidéo-là, je peux ajouter ici en fait un nom de domaine ou bien un sous-domaine. Donc là, on va par exemple mettre ce nom de domaine là. C'est un nom de domaine qui existait déjà dans le compte. Et je vais essayer en fait d'abord j'ai créé en fait un sous-domaine par rapport à ce nom de domaine là qui s'appelle free.formationblanche.com juste pour tester pour cette vidéo là, et je peux tout simplement pointer les DNS en fait sur ce nouveau VPS. Donc du coup là je vais cliquer ici sur manager. Et voilà, et vous allez voir que là, ici, il y a la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle les DNS records. Hein. Donc là, ici, je choisis A, je mets ici free,
et je pointe en fait vers donc les DNS de mon nouveau VPS. Alors moi je l'ai déjà fait, donc voilà en fait les trois records que j'ai acheté, que plutôt j'ai ajouté en fait, bien sûr après avoir créé le sous-domaine. C'est ça. Donc ça, ce sont les adresses IP en fait. Ça IP version 4 et ça c'est IP version 6. Donc ces trois-là, ces trois records, en fait, ils pointent vers mon nouveau serveur. Donc du coup là, si je prends free.formation.blanche.com, donc j'aurai accès tout simplement aux informations et aux data qui sont été installées sur mon nouveau VPS. On peut déjà tester en fait avec voilà une nouvelle fenêtre. Donc je vais mettre ici free. Donc formation donc blanche.com, donc ça c'est donc le nouveau URL ou bien qui est en train de pointer juste pour tester, hein, mais normalement on devrait mettre un nom de domaine pour qu'il pointe directement. Donc on va essayer tout simplement d'appuyer sur entrée et d'accéder directement à notre nouveau projet. Et voilà, donc là, on a donc accès à notre plateforme. Donc là, la plateforme qu'on vient de la créer avec l'outil Bolt. On peut bien évidemment donc se connecter voilà, donc tout ça, c'est bien évidemment un système qui a été fait à l'intérieur donc de ma création que je peux voilà donc éditer, créer les nouveaux services et même aller pour faire l'achat carrément avec une connexion Stripe. N'oubliez pas aussi donc de mettre à jour votre URL. Donc cette URL là, il fallait aussi bien l'ajouter sur votre base de données Firebase pour donner l'autorisation à accéder sur tous les datas et les données par rapport à ce nouveau nom de domaine. Donc sur Firebase, il fallait aller ici en fait au paramétrage, choisir paramètres de projet. Donc le projet ici il fait accès en fait à notre base de données, aussi bien un espace de stockage, mais c'est pas n'importe quel nom de domaine qui peut accéder. On a testé ça avec un nom de domaine de test qui a été donc donné par le système. Donc c'est pour cela on va cliquer sur Firestore ici. On va essayer tout simplement en fait d'ajouter en fait ces informations là. Donc on va partir au niveau des règles. Ça serait que ici en fait de supprimer en fait cette ligne là parce que ici en fait le système il va effacer les datas chaque 30 jours parce qu'on a mis juste mode test, donc du coup on n'a plus besoin de mode test, il fallait passer au mode d'exécution. Et ensuite au niveau de l'authentification, comme vous le voyez là ici, vous allez voir donc dans les paramètres, je vais aller au domaine autorisé, donc et dans les domaines autorisés, ça c'est le domaine en fait de Bolt qu'on a créé et on a besoin d'ajouter notre nouveau sous-domaine, hein. Ouais, bien après il fallait mettre le domaine final hein, pour lui donner en fait voilà accès à votre base de données pour que le système voilà reste fonctionnel et que le système voilà va tourner donc correctement. Donc c'est très important de faire appel à ces datas là pour pouvoir en fait manipuler votre site et pour que le site il passe de bon. Et voilà, donc on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous inscrire dans ma chaîne YouTube afin que je puisse créer encore des vidéos gratuites sur YouTube. Et si vous voulez rejoindre ma communauté Udemy, si vous voulez avoir des formations encore plus poussées, plus détaillées, avec plus d'exemples et d'ateliers pratiques, je vous ai mis sur mon site internet là 2 packs. Le premier, il contient tout simplement toutes mes formations en intelligence artificielle, automatisation et no-code. Et le deuxième, c'est un pack complet, hein, il contient à peu près 1000 heures de formation. Vous trouvez dedans même le marketing digital. N'oubliez pas de mettre tout simplement le code que j'ai créé spécialement pour ma communauté sur YouTube. C'est un code qui est YT20. Celui-là, il va vous donner tout simplement une réduction de 20% sur ces packages-là. Attention, c'est un code qui est valable uniquement pour mes abonnés YouTube. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.